Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutri&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Let's go. Et bonjour à tout le monde, bienvenue pour cet épisode un petit peu spécial, hein. C'est les 1 an de 1000%, donc déjà merci à tous de nous écouter. Ça va les gars, 1 an, est-ce que vous avez vieilli? J'ai pas trop l'impression, hein, ça a l'air de marcher les conseils 1000%. Ah ouais. Franchement, On est encore ouais, frais un peu. ouais, franchement c'est bien, hein. On est beaux gosses, j'ai l'impression. Bon après les gens, je pense qu'ils vont tous écouter, donc ils nous verront pas, tant mieux, on peut dire ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, épisode anniversaire des 1 an, et on va vous résumer tout ce qu'on va essayer aussi de vous résumer en s'appuyant justement des nombreux podcasts qu'on a fait. Je crois qu'on est à 53, c'est le 54e il me semble aujourd'hui, ou 55e, bref. Donc on va essayer de synthétiser un petit peu tout ça pour vous donner vraiment les clés de tous nos podcasts, notre ressenti, tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a mis aussi en place dans notre entraînement, car on va parler aujourd'hui spécifiquement de l'endurance et justement comment travailler ça, comment s'entraîner. On va aussi parler de l'alimentation. On a eu la chance de recevoir un panel d'invités de Sean, on a eu Nouchka, on a eu Nico Vandel et j'en oublie bien, on a aussi Benoît Girondel qui a gagné la Diagonale des Fous, on a eu aussi Ludo Pommeret qui a gagné l'UTMB. Donc on va vous synthétiser tout ça aujourd'hui. Donc pour commencer, moi j'avais juste une question les gars, ça va faire donc 1 an. C'est une petite question qui n'était pas prévue. C'est vous, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien par rapport à la création de 1000% et les conseils qu'on a eus? Moi personnellement, je vais commencer à dire ce que je pense. Moi, ça a été plutôt le rôle de la complémentation. Je vais dire pas l'alimentation parce que je pense que je faisais déjà un petit peu attention. Mais c'est vrai qu'avant, je me complémentais pas du tout. Et c'est vrai qu'avec les nombreux podcasts qu'on a fait, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place dans mon quotidien. Je voulais savoir, toi, Pierre, ce que tu avais mis en place et ce qui avait changé tout simplement, peut-être une vision ou dans ton quotidien par rapport à 1000% et les 50 experts qu'on a eu dans le podcast. Oui, bonjour à tous. Ouais, je pense que c'est plus le rôle des micronutriments dans l'alimentation et d'aller chercher des aliments qui sont denses et de se rendre compte qu'on peut trouver pas mal de choses par l'alimentation sans avoir besoin de se complémenter. Le tout est d'aller chercher les bons aliments qualitatifs, denses, avec le moins d'intrants chimiques possible. Je parle notamment par exemple des oméga 3. Pas forcément nécessaire de se complémenter à partir du moment où vous avez une alimentation qui en contient des aliments riches dans ce micronutriments très particulier, suffisamment de bonne qualité, et c'est pas avec des boîtes de thon en conserve contaminées que vous allez trouver ça. Donc non, je pense que c'est ça, hein, de varier les aliments, de varier les sources, et moi c'est plus là-dessus. Sur le sommeil, on a eu pas mal de pistes aussi. Sur l'entraînement aussi, beaucoup de clés, hein, au final. Je pense qu'on se rend pas trop compte quand on est maintenant à 1 an après de voir tout ce qu'on a engrangé comme connaissances. Non, qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Ça a l'air. Voilà, C'est difficile de se rendre compte de la progression. En fait, on est dans 1000% et je pense qu'on est dans un réacteur à connaissances, en fait. On a explosé notre prise de conscience. C'est dur de sortir une thématique, hein. Je pense qu'on a tous évolué sur tous les piliers de la longévité, de santé du mode de vie. Moi, j'ai beaucoup aimé le sommeil. Je vous avais dit, je pense que j'ai mis pas mal de choses en place et particulièrement le matin, tu vois. Le matin, voilà, c'est peut-être là où ça a le plus évolué pour moi. J'étais complètement malade, pathologique du matin. J'étais éclaté Ce le rappel matin. de Vincent en école de kiné, comment il était le matin. Voilà, tête un peu en diagonale, pas efficace jusqu'à 15h, enfin voilà quoi. Et Déjà, tu t'allumais une Eh clope ben, avant de manger qu'est-ce que tu as un mis, croissant. qu'est-ce que tu mis justement en place le matin? Ça peut être intéressant pour les auditeurs, justement, des conseils pratiques sur le sommeil. Toi, après, on partira complètement autrement, mais qui t'a donné des conseils, tu peux en donner 2 ou 3 sur ce que tu as mis en place, ça peut être intéressant. Ouais, c'est l'épisode de professeur Philippe là qui était super intéressant sur la régularité, le fait de doser son sommeil à partir du matin. Donc voilà, j'ai une heure fixe où je me lève le matin pour du coup pouvoir m'endormir le soir avec une pression du sommeil.
j'utilise en fait cette envie de dormir pour aller me coucher. Et vraiment, c'est cette régularité hein, qui me sauve. Et puis, je pense qu'il y a aussi un côté mindset aussi, tu vois, de se lever, de profiter de la journée. Avant, j'étais vraiment dégoûté de me lever. Je voulais rester sous la couette, me mettre un petit chauffage et tout. Et puis Et ouais, là, la voilà, base. c'est de croquer la vie à pleines dents dès le matin. Ça Voilà. marche. Moi, c'est vrai que pour ma part, du coup, je dis complémentation, mais c'est vrai que Pierrot, tu as complètement raison sur les oméga 3. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'utilité, à part si on n'aime pas les petits poissons pour certains. Ouais, c'est vrai que là, ça peut être intéressant. Moi, c'est plus peut-être le magnésium, le zinc, tu vois, des éléments qui sont peut-être un peu plus durs à aller chercher. Et 100% d'accord. et la vitamine D aussi, que d'ailleurs, c'est cet épisode aussi avec, j'ai perdu son nom, comment il s'appelait? Berthou, pardon. Oui. Monsieur Berthou, qui nous disait justement que la vitamine D, l'hiver, c'était essentiel. Hein. Il y avait, on ne pouvait pas synthétiser assez de vitamine D, même s'il fait soleil. Et d'ailleurs, moi, je l'ai même expérimenté moi-même parce que c'est vrai que je suis pas mal dehors, je fais pas mal de courses à pied. Donc, je pense que je suis presque 1 heure et demie à Marseille dehors par jour, minimum. Et quand j'ai fait une prise de sang de contrôle, je me suis rendu compte que j'étais sur la fourchette basse de la vitamine D. Donc, c'est vrai que je me suis dit, waouh, c'était vraiment que je pensais vraiment pas être sur la fourchette basse. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu, bien sûr. Hein. Mais je pense que la vitamine D, à partir du mois de décembre, là, c'est quand même vital jusqu'à. Enfin, vital, j'exagère, hein, mais jusqu'à mars, je pense que c'est important. Voilà, c'était juste pour donner un petit peu, Tu t'es moi, dosé mon quand conseil la perso. vitamine D? Je l'avais dosé au je pense, de septembre ou août, tu vois. Ah oui, Et Ok. j'étais fourchette basse de la vitamine D, ouais. oui. J'étais pas. Anthony Berthaud, pour le rappel, il disait qu'on avait un stock de vitamine D. Bon, bien sûr, il y a toujours des variations interindividuelles, hein, mais de 3-4 semaines. Donc, vous faites 1 mois de vacances aux Maldives, plein soleil, C'est très vous bien. rentrez et vous prenez 2 mois d'hiver en France, c'est fini, hein, il n'y a plus rien. Donc, d'où l'intérêt de venir se supplémenter de façon à avoir un stock optimal, puisqu'il y a Et, des rôles sur le sommeil, sur le système endocrinien qui sont plus à. Et aussi de lisser peut-être, non, aussi ce dosage, de ne Hmm. pas prendre des grosses ampoules comme on disait avant. C'est vrai, bon, après, on vous remettra justement les épisodes. N'hésitez pas, on a fait pas mal sur le magnésium. La vitamine D, on va en faire un au mois de janvier sûrement pour vous expliquer un petit peu. Mais voilà, n'hésitez pas à justement lisser un petit peu tout ça, ce dosage. Oui, Vincent? C'est le docteur Mouton qui nous a dit aussi qu'il fallait se doser en fait en sortie d'été pour voir en fait un peu le stock de vitamine D et préparer l'hiver, voir à quel niveau on se situe avant l'hiver. Et comment est-ce qu'on sécrétait de manière endogène déjà de la vitamine D, ouais. C'est vrai que c'est un C'est super intér- conseil de voir déjà quand vous êtes exposé au soleil, qu'est-ce que ça donne. Alors, quand vous n'êtes pas exposé au soleil, si vous êtes déjà carencé, Ouais, faites ou, attention. ou juste, Et ou pas carencé, mais oui, hein, on va dire un petit peu. On va pas dire un manque, mais c'est vrai qu'il faut aller chercher un petit peu plus. D'ailleurs, c'était NutraStream qui allait chercher lui des doses encore au plus que recommandé en vitamine D. Mais bon, d'ailleurs, on mettra aussi tout ça en description. Mais aujourd'hui, voilà, c'était juste pour commencer, les gars. Désolé, je voulais avoir un petit peu votre feedback par rapport à ça et votre retour pour les auditeurs. C'est toujours intéressant. Et avant de commencer sur l'endurance, on voulait vous dire qu'il y a un cadeau de 1000% aujourd'hui. On vous offre une Garmin. C'est laquelle, Vincent? C'est là 200. Je crois que c'est à 255, ouais. 255, donc qui a gagné. Donc il suffit de mettre en commentaire, vous mettez un petit commentaire, on prendra tous les commentaires à la fin, on fera aussi un post sur Instagram et derrière on fera un tirage au sort aux alentours, je pense, du 20 décembre. Donc mettez tout ça en commentaire, une Garmin à gagner. celui qui arrive à compter le nombre de fois qu'on dit du coup pendant le podcast. Il est x2, il a plus de chance. Ouais, On met oui. son nom en x2. Ça marche. Mais Mais en ouais, tout cas, merci c'est le à. Noël de 1000% quand même. Il faut C'est pour ça. premier Noël de 1000%. Voilà. Et c'est pas du tout un partenariat avec Garmin, donc c'est vraiment nous qui allons vous proposer ça. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu. Et le but, c'est aussi de faire découvrir et de justement de partager au maximum ce concours pour faire grandir l'équipe 1000%. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'endurance, faire un petit check un petit peu de tout ce qu'on a appris. Donc ça va être assez intéressant. Moi aussi, pour ma part, c'est un épisode qui me tient à cœur parce que c'est vrai que je cours un petit peu. Vincent aussi et Pierre, je crois que tu cours aussi. Hein. J'étais sûr qu'il allait dire qu'il courait un petit peu. Ouais. Non, mais un petit peu. En ce moment, tu vois, Mais nous aussi, l'hiver, on je court cours un un petit petit peu, peu. tu Hein. vois. En ce moment, je cours un petit peu. C'est vrai, c'est ça. Ben, en tout cas, ce qu'on a compris, je pense, c'est que le plus important, déjà, en facteur numéro 1,
Pour vous, c'est quoi peut-être le plus important? On en a parlé un petit peu avant, mais vous d'ailleurs, ça serait quoi le premier conseil sur lequel ce qui vous a fait un petit peu tilter et ce qui est revenu régulièrement chez différents auditeurs? Et le volume, hein. Invités, pardon. Ouais, Comment? c'est la fréquence. La Mm. fréquence, le volume, c'est des Et adaptations qui sont longues à mettre en place, donc la quantité de temps où vous vous entraînez, en fait. Exactement et c'est ça et surtout si vous avez parfaitement je pense que c'est ça, hein, c'est la régularité, la fréquence et ça, c'est malheureusement quelque ch parfois mal compris parce que souvent, surtout chez les débutants, ils ont tendance à courir, 2-3 fois par semaine. Ils se disent: «Non, mais au-delà, c'est trop». Alors que non, il vaut mieux sur un même kilométrage, c'est-à-dire si vous courez peut-être, 20 kilomètres par semaine et beh, il vaut mieux courir, 4 fois 5 kilomètres plutôt que courir, 2 fois, 10 kilomètres. Donc essayez vraiment de courir le plus régulièrement possible pour en fait créer quoi? Des adaptations, c'est ça au niveau structurel, ou aussi au niveau de l'endurance. Les séances vont être plus faciles, donc vous allez plus rapidement récupérer et vous allez pouvoir aussi plus rapidement vous entraîner. Et c'est ça, hein, et ce qui va compter aussi au niveau de la progression, je pense, c'est le volume en termes de kilomètres parcourus, mais aussi en nombre de séances sur l'année, hein. Je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. ouais, c'est le nombre de fois où tu sors, tout en augmentant après ton kilométrage à la semaine, mais c'est vraiment la fréquence, hein, tu disais, sortir une demi-heure, ça paraît rien, mais finalement, c'est créer pas mal d'adaptations. Mais ça, c'est pas des infos sorties du chapeau, hein. C'est Nicolas Vandel, d'ailleurs, qu'on salue, qui a écrit un livre sur le renforcement en course à pied, dont on vous fait la promo de son livre qui est top. Et on le salue d'ailleurs. Et lui, il préférait qu'on fasse sauter une séance de renfo pour aller courir, ou même si on peut pas aller courir le soir, 1 h 30, d'aller courir une fois le midi, une demi-heure, et une fois le soir, 45 minutes. Pour lui, c'était le facteur clé, hein. C'était plus il y a d'accumulation de volume d'entraînement dans la semaine, et plus ça permettait d'améliorer sa performance pour la compétition, hein. Et c'était le même constat pour Benoît Girondel, qu'on avait interviewé, qui a gagné à la Diagonale des Fous, qui s'entraînait 35 heures par semaine, qui faisait une quantité monstrueuse de zone 2. Et qui c'est qu'on a eu d'autre en ultra On a trailer? eu Ludovic Pommeret Eh oui, qui a oui. gagné l'UTMB. Oui, et qui pareil, s'entraînait une trentaine d'heures par semaine, Après avec. sur des pics, hein, tu parles de pics à des moments clés de la Oui, on saison où il va s'entend, justement on créer s'entend. parce que ce qu'il faut C'est expliquer, c'est d'extraterrestres, hein. ouais, Mais c'est mais sûr. mais ce qu'il Ouais, faut Benoît surtout Girondin, écouter. c'est, très, très loin, hein. Ouais, Ah. mais non, mais ce que disait Nicolas Vandel, c'était surtout accumuler le plus de bornes ou d'heures d'entraînement possible avec. Et ce qui était le plus intéressant, c'était d'accumuler le plus de zone 2, puisque c'était comme ça qu'on allait pouvoir le mieux récupérer aussi, hein. Donc, ce qui est important aussi, ça va être la progressivité parce qu'on sait qu'il faut aller chercher, on va tendre justement à augmenter ce volume, mais il faut faire attention. Ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi. Et il y a Fabrice qu'on va recevoir dans 2 semaines qui en parle pas mal. Il y a des études justement qui montrent que le meilleur volume pour l'augmenter, ça serait entre fois 1,1 et fois 1,3. Ça serait vraiment ce kilométrage-là donc, que vous avez par semaine. Vous l'augmentez soit par 1,1 si vous voulez être en fourchette basse et en fourchette haute par 1,3. Par contre, si vous augmentez par 1,5, vous allez augmenter votre risque de blessure x2 à x4. C'est quand même énorme, hein. Donc vraiment, des fois, on n'en a pas l'impression, mais à quelques kilomètres près, il peut y avoir de grosses répercussions. Donc soyez vraiment très progressif. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile à mettre en place parce que souvent, surtout au début, on peut être... cette image qu'avait donnée Vandel de la carrosserie et du moteur, je pense qu'elle est bien parce qu'il y a cette carrosserie. Des fois, le moteur est là, c'est-à-dire qu'on se sent bien, surtout pour les sportifs. Je pense les nageurs, ceux qui font du cyclisme notamment, ou qui ont une grosse capacité cardiaque. Mais malheureusement, la course à pied est un sport d'impact. Donc vraiment, soyez vigilants. Il faut que votre corps s'habitue à encaisser ces impacts-là. Ça va vous rendre plus fort. Donc ça, aussi pas mal d'études qui le montrent, hein, au niveau des genoux, du dos. Ce truc de attention, vous allez vous détruire, ça n'existe pas, à condition que vous gérez bien le volume et la progressivité. Je pense que, est-ce que vous avez retenu autre chose aussi au niveau de cette progressivité qui est revenue, pas que dans le sport aussi, même dans l'alimentation, on l'a vu, dans pas mal de paramètres externes. Tu peux répéter la fourchette, s'il te plaît? Parce que les C'est, les auditeurs, je vous connais, hein. Ça écoute, moi j'ai fait c'est, pareil. là, bien Heu, sûr, c'est 1,1, 1,3 fois 1,1 fois Tu 1,3. dis Et c'est si vous Fabrice, passez Kuhn qui dit ça? C'est Fabrice Kuhn qui dit ça dans son livre La science de l'endurance, où il épluche justement la littérature scientifique et il nous donne justement des informations. On le recevra dans
2 semaines, je crois. Donc, ça sera un super podcast et ça va être aussi pareil pour l'intensité, hein. C'est pareil, on ne peut pas commencer à d'entrée, faire des sprints à 100 si derrière on n'a pas commencé justement un travail d'accélération. Votre corps n'est pas du tout habitué à ces efforts-là. Donc vraiment, soyez très progressif, même quand vous allez augmenter. Ouais, vas-y Pierrot. Non, finis ce que tu disais. Non, non, c'était exactement ça. C'est toujours d'être progressif et pas souvent on voit qu'en termes de kilométrage et on voit une séance d'intensité derrière et on se dit, ben voilà, il faut que je sois à bloc. Par exemple, je vais faire une séance sprint. On va en parler après sur la répartition de l'intensité. Ben voilà, je vais commencer mes sprints. Non, si vous avez jamais fait de sprint de votre vie, déjà commencez à faire des efforts à 90, à 80%. La séance d'après, ça se passe bien, mais j'essaie à 90 et à 100. Donc, soyez toujours même progressif sur la vitesse sur laquelle vous allez, pas que sur le volume. C'est important. Si on doit prendre l'exemple là, pour que je me rende compte, si je cours, 50 kilomètres par semaine, cette semaine, Ouais. la semaine prochaine, il faut que je fasse fois 1,3, c'est Ouais, ça pour enfin, avoir ma fois 1, moi, ce que je conseille, et ce que dit Fabrice justement dans son livre, c'est au début de plutôt aller sur le 1,1 de façon à voir comment ton corps réagit. La semaine d'après, tu recommences sur du 1,1 si tout va bien. Et si tu vois que le 1,1, tu l'encaisses bien, ben dans ce moment-là, tu peux passer sur du 1,2 jusqu'à monter au 1,3. Mais au-delà du 1,3, c'est là où ça va être, tu vois, 1,5, ça commence à être des trop gros volumes. Après, bien sûr, chaque cas est indépendant. C'est sûr que si vous avez couru pendant 20 ans, et que vous avez fait une pause de 1 an et vous remettez à la course à pied, ben, je pense que vous allez avoir plus de facilité à encaisser le volume que Mmh. quelqu'un qui a jamais fait de course à pied. Je pense qu'on est tous d'accord pour Mmh. dire ça. OK. Donc concrètement, si je cours, 30 bornes par, semaine fois 1,1, je passe la semaine prochaine à 33 bornes. C'est Pour ça. 50 kilomètres, je passe à 55, pour 1,1 et Exact. 1,3, c'est vrai que si je cours 50 bornes par semaine, je passe à 65 bornes par semaine. C'est vrai que Ça commence à être ça intéressant. Ça commence à être important. Mais ouais. après, je trouve que je sais pas si vous utilisez Strava, les gars, mais Strava, c'est très bien parce qu'on Mmh. a cette courbe, en fait, qu'on arrive en course à pied qui est super. Après, on va en parler justement, c'est notre chapitre juste après, ça va être la répartition de l'intensité. Mais cette courbe, elle est quand même très révélatrice. Vous voyez, si vous avez une courbe qui monte progressivement, c'est parfait. Si déjà vous commencez à avoir beaucoup de fluctuations qui montent, qui descendent, c'est pas bon. C'est que votre entraînement, il est pas assez structuré. Après, on a tous nos vies perso, on a tous, voilà, je sais qu'on peut pas avoir un entraînement parfait, mais essayez vraiment, voilà, au moins de vous tenir à cette courbe-là, même si l'intensité, ben, vous allez peut-être pas chercher trop d'intensité, mais au moins rester sur cette augmentation de volume et quoi qu'il arrive, vous allez progresser. Vincent, je crois que tu avais une question. Ouais, non, c'est pour reprendre ce que tu dis, c'est après la répartition de l'intensité. Je pense que c'est important de soit se faire aider par un coach ou de penser sa programmation pour avoir un recul sur l'échéance. Ben, je sais pas, j'ai un marathon dans 3 mois, comment j'organise mon entraînement sur cette période-là, mais aussi au fur et à mesure, je resserre, je viens sur le mois, je viens sur la semaine, et puis après, je viens sur la séance, hein. Mais ça, c'est vraiment important, mais je pense qu'on va en discuter. Ben, c'est vrai que sur la répartition de l'intensité, on en avait parlé avec Sean, justement. On a réécouté les podcasts pour préparer cet épisode-là. Donc, on vous mettra tout ça. Moi, je vous conseille vraiment d'écouter celui avec Sean. Je mets la timeline, je vous mettrai la fiche. Promis, je le fais jamais. Mais celui-là, vraiment, je vous le mettrai avec grand plaisir. Et il disait justement qu'il accordait pas trop d'importance, et c'est vrai que c'est revenu pas mal de fois, à la fréquence cardiaque, parce qu'il disait qu'elle était malheureusement pas assez fiable. Donc, je crois que c'est quoi la température, il peut y avoir la chaleur qui joue sur la fréquence cardiaque, la fatigue. Donc Ouais, lui, ton sommeil. voilà, donc il mettait vraiment l'accès plutôt sur le RPE, c'est-à-dire le ressenti de la personne, comment elles vont encaisser, comment elles vont justement réussir à faire cet effort-là. Et il proposait justement un test, parce on lui avait parlé, comment est-ce qu'on peut se tester. Donc, on vous donnera l'autre test après. Mais le premier test qu'il proposait, c'était de courir 4 minutes à RPE 1 sur 10. Ça, c'est pour les gens qui ont un petit peu du mal peut-être à connaître leurs différentes zones cardiaques. On va en parler justement. Donc, lui, son test, c'était 4 minutes à 1 sur 10, 1 minute de repos. 4 minutes à 2 sur 10, 1 minute de repos. Et on fait ça jusqu'à aller sur 10 sur 10. Et il dit l'avantage, c'est que vous allez réussir à derrière bien définir vos zones et les différentes vitesses pour vous. C'est-à-dire, ben, je sais que ma zone 1, elle est à temps. Donc ça, c'est sûr que la première fois quand vous allez le faire, peut-être que vous n'allez pas réussir si vous n'avez pas trop d'expérience. Mais à force de refaire ce test de temps en temps, tous les mois, tous les 2 mois, vous allez avoir un meilleur ressenti. Et lui, quand même, c'est quelqu'un qui prépare il prépare des crossfitters qui ont fait les CrossFit Games. Il est quand même pas mal spécialisé, surtout sur l'endurance. Il a vraiment une grosse expérience sur ça. Et
il a dit son évolution vraiment. Il dit avant, j'étais très technique, fréquence cardiaque. Et il dit maintenant, c'est vraiment la RPE qui prend vraiment le dessus. Donc vous en pensez quoi? Nico Vandel aussi, il me semble, avait parlé de ça, hein, de la RPE. Ouais, après, c'est compliqué, hein, pareil, il faut être progressif sur ce type d'entraînement parce que parfois on n'a pas le ressenti exact et objectif sur sa perception d'entraînement, donc il faut y aller doucement. Et c'est vrai que moi j'avais fait ce test quand j'ai réécouté là. Il faut s'accrocher, hein, c'est un test où c'est une vraie séance parce que quand tu vas chercher les 4 minutes à 10 sur 10, et même quand tu es à 8, ça pique déjà les jambes, donc voilà, préparez-vous à ce test. Et sinon, lui, un test qui proposait justement pour évaluer un petit peu son état de forme pour les coureurs qui seraient un peu plus, on va dire, entraînés et on va dire bien sûr amateurs, hein, mais qui se connaissent un petit peu mieux. C'était justement le test du seuil, hein. Donc, il disait de courir 1 heure avec une vitesse constante le plus rapidement possible, que ce soit à vélo ou derrière en course à pied. Donc ça vous permettait justement d'avoir votre seuil. Je crois que c'était le deuxième seuil plutôt, hein, pas le premier, je crois que c'est Ouais, c'est ouais. le second seuil. Et après, il proposait aussi le FTP test. J'ai pris des notes, désolé, parce qu'il y a trop d'infos. Ça, c'était sur le vélo. Donc, c'était 5 minutes à bloc, une pause, et après, faire 20 minutes à bloc en vélo. Et vous prenez cette somme-là, et 95%, c'est votre second seuil sur le vélo. Si vous voulez pas faire les 5 minutes avant, si vous faites juste les 20 minutes de vélo, il faut prendre entre 85 et 90% de la valeur. Voilà, je le dis, Pierre. Là, tout le monde a mis pause normalement et a appuyé sur le moins 15 secondes. Moins Ben, 15 c'est secondes. facile, hein. C'est facile, Maintenant qu'on peut second leur seuil. dire, à la base, on s'appelait pas 1000%. Ouais. On Ouais, c'est Eh oui. vrai. s'appelait Note-le. Voilà. C'est vrai quand vous voulez le Ouais. noter, ouais. Donc ouvrez le petit Vous- calepin, allez, faites voilà, pas. Ah, prenez C'est mais des bon. notes, pourquoi? faites-vous Vous du pouvez le bien. dire pourquoi? Parce que c'est toi le Pierrot, je crois d'ailleurs, qui nous l'avait dit, qu'on mémorise moins bien, il me semble, non? Oui, non, mais on mémorise que 20% de ce qu'on écoute. Et encore. Et encore, hein, franchement, quand j'ai réécouté le podcast avec Nouchka sur la nutrition du sportif d'endurance, j'ai bossé le podcast, j'étais là, et là, en le réécoutant, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que j'avais zappé. Donc, et c'est vrai que les informations qu'on arrive à garder 1 an plus tard, après avoir enregistré un podcast ou lu un livre, C'est et compliqué. c'est compliqué. C'est pour ça, prenez des notes, faites-vous des fiches et puis n'hésitez pas à les relire de temps en temps parce que Et sinon ça, c'est ça nous est dommage si on arrivé s'est à tous, perdu. hein. Hein. Bien Ça sûr. nous est arrivé à tous, là, quand on a bossé les épisodes. Donc là, on vous prépare sur l'activité physique. À chaque fois, on a pris des claques parce que il y a des paramètres, des infos qu'on a oubliées. Donc, si vous avez kiffé un épisode, ben, réécoutez-les, allez-y, notez, c'est vraiment important. Et juste pour rebondir sur justement la difficulté des séances, parce qu'on a parlé de volume, mais aussi c'était Nico Vandel qui nous avait parlé de ça. Un bon moyen justement de voir la difficulté de ces séances, c'est d'associer le kilométrage au RPE. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un chiffre de votre séance. Donc, si vous avez fait 10 km par exemple, ben, si vous avez un 1 sur 10, vous allez faire 10 fois 1 et vous allez avoir un chiffre. Vous additionnez ce chiffre-là à hebdomadaire et vous avez à la fin, au final, le ressenti que vous avez eu à la semaine. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous n'allez pas avoir la même fatigue quand vous allez faire 20 minutes à haute intensité et à basse intensité, alors que le volume total va être le même. Donc, c'est vrai que ce repère-là, je crois qu'il y avait, pour calculer la fatigue, il y avait ça. Il y avait aussi, je crois, la Girondelle nous avait parlé de la force dans la main, il me semble, non? Ouais, c'est la force de grippe, mais là, faut être un peu équipé. Mais tu peux le faire au ressenti, de voir, est-ce que ce matin, je me réveille, est-ce que j'ai de la poigne dans la main? Ça peut donner une notion de la fatigue et adapter son entraînement en fonction. Ouais, c'est vrai que on va tester. Moi, j'ai pas trop testé ça. Après, il y a aussi les perturbations du sommeil, il me semblait, sur la fatigue. Je pense que ça peut jouer. Je sais pas s'il y avait d'autres éléments. Vous avez quoi en tête? Pas particulièrement. Sur des notions de fatigue, pour éviter justement peut-être d'être un peu en surentraînement aussi. Ouais, mais je pense que est-ce que ça parle vraiment à beaucoup de monde dans notre Ouais, peut-être pas. podcast? Ouais. C'est vrai, t'as Il raison. faut se rendre à l'évidence, hein, vous êtes plutôt en sous-entraînement qu'en surentraînement, messieurs et mesdames. Ouais, Ben, il y en c'est a qui sont en surentraînement, hein, quand même, hein. Oui, ça peut Enfin, oui, arriver, c'est sûr, enfin, mais c'est quand même assez rare. Pierre a raison. Et apparemment, il y a quand même pas de surentraînement.
c'est que des mauvaises, c'est une sous-récupération, il me semble. Oui, oui, c'est ce que J'ai j'allais dire. C'est peut-être souvent, c'est si vous avez un sommeil explosé, c'est pas que vous êtes en surentraînement, c'est que vous gérez pas du tout votre récupération, quoi. C'est ça. Et on Enfin, verra un peu l'aspect nourriture peut-être après. bien sûr, mais c'est vrai que cette notion aussi de progression, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi la définir? C'était Shane qui en parlait. En fait, avec l'entraînement, on crée un stress. Ce stress-là, en fait, il va créer des adaptations dans votre corps. Mais si vous n'avez pas ce repos avant pour créer des adaptations, malheureusement, vous n'allez jamais créer cette progression. C'est un stress, un repos, une adaptation. Et si vous récupérez pas assez, vous n'allez pas réussir à progresser. Donc, c'est vrai que cette période de repos, qui est repos alimentation, on reviendra sur l'alimentation avant, elle fait quand même partie intégrante de l'entraînement. On est d'accord? C'est pour la surcompensation. C'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire, tu peux développer peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas Bah, ce terme? ouais, ouais, c'est juste contrainte. Je cours, je me repose et normalement, après 2, 3 jours, mon système musculaire, cardiovasculaire, c'est à digérer l'entraînement et s'adapte à la contrainte auquel je l'ai soumis et est mieux préparé. Il surcompense, Oui, c'est Exact. la loi de l'hormèse en fait, hein, qu'on avait c'est vu ça. avec Pierre Dufraisse en fait. C'est appliquer un stress pour que notre corps puisse s'adapter et réagir en fonction. Il nous avait pris la petite histoire du colis, je sais pas si vous vous en souvenez, ça, c'est un truc que je raconte souvent. C'est nous, on est antifragile. Et donc en fait, c'est un petit colis, au lieu qu'il Mmh. soit fragile, si tu le bouscules, tu vas casser l'objet à l'intérieur. Bah, finalement, nous, on est antifragile et il y a marqué juste en bas, bouscule-moi un petit peu. Et donc, c'est la stimulation qui va faire que l'objet va surcompenser. Et ça, l'activité physique, la respiration, le sommeil, l'alimentation, c'est autant de moyens de stimuler notre corps. Oui, je me souviens très bien qu'il avait dit ça, finalement et mais je lui avais dit: «Mais pas trop, pas Ah trop le oui, oui, secouer non plus». ça, un petit peu, voilà. Faut doser la stimulation, c'est la stimulation. Et c'est ça qui est très C'est difficile, hein, au la final. dose qui fait le poison aussi. À l'inverse, si on court 4 heures sans être préparé, on va se blesser. Et si on ne fait rien pendant 4 ans, eh ben, on va décompenser. Notre corps, il est là pour s'adapter à la bonne stimulation et il se désadapte aussi à la mauvaise stimulation. Donc ça, c'est vrai que tu parles d'une notion aussi qui peut être, la répartition de l'intensité dans la semaine. Peut-être qu'on peut trop s'entraîner parce que, il y a là peut-être cette zone 2 qui est bien, puis on en a parlé. Donc, est-ce qu'on voulait qu'on définisse peut-être les zones pour les auditeurs? Moi, je les ai Ouais, là sous vas-y. le j'ai noté ce que nous avait dit, Sean. Donc, zone 1, ça serait vraiment une zone qui est très facile avec une RPE. Donc RPE, on l'a dit, hein, c'est, un classement de 1 à 10 où 0 c'est, je suis vraiment en train limite dans le canapé, il se passe rien et je suis calme et 10 c'est je suis à 2 doigts de vomir. En gros, c'est ça, hein. On est d'accord pour définir ça comme ça? C'est 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 peut-être un les ça. peu extrême, mais c'est l'effort perçu, hein, RPE, c'est Related Perceived voilà. Effort? Non, c'est un truc c'est Ah, je ça? sais pas, mais moi j'ai Bon, RPE, je c'est pense que la les auditeurs, note ils de comprendront. l'effort perçu que vous avez. Donc zone 1, donc RPE qui serait égal à 1. Donc là, on est vraiment sur un effort très tranquille. Ça serait plus une récupération active, même si, en fait, Sean, il trouve pas trop d'intérêt à cette zone 1. Et elle peut avoir un intérêt pour rajouter un tout petit volume à des gens, mais il dit la zone 1, autant faire du repos ou rien. Ou alors, c'est dans des cas très spécifiques, on peut aller la chercher. Mais sinon, en termes de performance et d'entraînement, c'est pas très judicieux. Ce qu'il recommande au contraire, par contre, c'est de faire de la zone 2. Donc là, la RPE sera entre 2 et 3. Donc ça, c'est très intéressant justement d'aller jusqu'au ça serait de la basse intensité jusqu'au premier seuil. Donc il faut dire que le premier seuil, c'est là où il y a encore un équilibre, hein, tout se passe bien dans le corps, c'est une vitesse à laquelle on peut durer. Donc il a défini comme indispensable, il y a des bénéfices au niveau musculaire, une meilleure oxygénation, un développement mitochondrial, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ces mitochondries, c'est quand même, aussi, quelque chose qui nous a marqué dans ce podcast 1000 l'importance qu'elles ont. C'est elles qui nous permettent justement d'utiliser l'oxygène, hein. Je crois que sans elles, l'oxygène serait presque un poison pour nous, hein. Je crois qu'on est d'accord par rapport à ça. Donc c'est vrai que là, il y a un développement mitochondrial justement grâce à cette zone 2 qui est hyper intéressant. Et ça va aussi également avoir une action sur la fréquence cardiaque qui va diminuer avec le temps. Donc ça, c'était la zone 2. Donc ça, c'est des séances qui sont très faciles, Oui, c'est plein assez d'adaptations en fait, cette zone 2. C'est là où faut insister. La science montre en fait ces adaptations à ce type d'entraînement.
Et il parlait de l'éjection de volume, le volume d'éjection systolique cardiaque. C'est que notre cœur, en fait, il va venir avoir le temps de travailler en volume, donc de venir mobiliser un maximum de sang. Alors que si on fait que de l'intensité très haute, on va être dans la fréquence, dans le débit. Et donc, il y a vraiment cette capacité de volume du cœur, travailler sur notre cœur dans le volume quand on vient travailler en zone 2. Ouais, Muscle c'est le exact. cœur. Ouais, bien Tu sûr. muscles le cœur et tu le muscles Mais plus en volume, il me semble. en Hein. volume, ouais, c'est ça. Alors Cette que zone. si tu viens te brûler à chaque entraînement, bah, tu es dans la fréquence, tu es dans le débit cardiaque, mais tu travailles pas ton cœur dans l'ensemble de c'est comme, travailler, le profil force-vitesse, tu sais? L'intérêt, c'est de travailler de la force, mais c'est aussi de travailler à vitesse très élevée et donc c'est tout ce spectre, le cœur, c'est pareil, voilà. Donc ça serait des séances en zone 2 qui seraient très longues avec une perception de l'effort qui est très facile. Vous pouvez notamment parler, je crois que c'était, je sais, prépa physique, qui nous avait, j'ai plus son nom, je sais plus comment il Ah s'appelait, qui ouais. nous avait dit le test de la Marseillaise, où il pouvait chanter la Marseillaise sans problème en zone 2 et en principe ça passe, vous Mmh. devrez même pas être essoufflé. Donc ça, c'était la zone 2. Après Toi, la ton zone expérience, Alexandre, de la zone 2, parce que tu peux nous donner l'expérience de ton entraînement, c'est principalement de ce type d'entraînement, non? Moi, c'est vrai que c'était principalement de la zone 2 parce qu'après j'ai pas eu, moi j'ai fait un ultra trail l'année dernière, c'était mon premier. Donc je partais du principe que je cherchais pas forcément à développer de la vitesse pure, mais plus à habituer mon corps à encaisser ces impacts-là, à essayer justement progressivement d'augmenter mon volume parce qu'en ultra, c'est vraiment ça la capacité la plus importante, hein, c'est vraiment d'encaisser, de courir longtemps. Donc cette zone 2, elle était fondamentale. Après, je pense elle a aussi un intérêt pour d'autres sports, mais plus hors saison, c'est-à-dire des sports d'intensité. Je le vois plus, par exemple, des sports comme le crossfit, des sports où il y a vraiment, même les gens qui préparent des 10 kilomètres, c'est essentiel aussi de faire de la zone 2. Et c'est quelque chose qui peut être long. Et je pense que le problème qu'ont les gens, c'est qu'en fait, cette zone 2, on la fait mal. On court trop vite. Je vois des gens qui courent en zone 2, mais ils sont à 5 au kilo. Et après, tu vois derrière leur temps sur un 20 km, ils font un 5, ils font 4,40 ou 5,20. Enfin, non, ça marche pas. Faut pas hésiter à justement bien descendre. Et c'est justement, c'est Fabrice qui en parle dans son livre de zone grise. Il dit on s'entraîne dans cette zone grise qui est au-dessus de la zone 2 et qui est en dessous par contre de la haute intensité. Et on est toujours en fait, les entraînements faciles sont trop durs et nos entraînements pardon qui devraient être trop durs sont au contraire trop faciles. Donc ça c'est hyper intéressant cette zone grise, donc de vraiment essayer de faire la différence entre des séances qui vont avoir aucun impact presque sur vous et derrière par contre des séances où vous allez vous mettre dans le dur, dans le rouge, ça va piquer, ça va saigner. Et c'est là justement aussi où vous allez être capable d'encaisser ces séances-là parce que vous êtes reposé la semaine et vous allez vous mettre deux ou une grosse séance. Donc une séance qui est aussi clé, on va en parler maintenant, c'est la zone 3, hein, cette zone un petit peu de seuil. Juste, Donc, je clôture, excuse-moi ouais, Alexandre, mais pour la zone vas-y, bien 2, sûr. c'est qui Sean nous disait que finalement ça avait un grand intérêt pour les athlètes qui font beaucoup d'intensité, type CrossFit, football, enfin peu importe les sports qui peuvent être avoir une grosse intensité. La zone 2 a un impact sur la récupération. Plus tu fais de zone 2, plus tu développes en fait ton système de capillaire, plus tu as un système mitochondrial qui est développé, un cœur qui travaille en volume. Et c'est autant d'adaptations qui permettent en fait d'encaisser les entraînements ou la compétition à haute intensité. Qui avait vraiment Et de reproduire les efforts justement dans le temps parce que ton corps, il va. C'est vrai que en fait, ça booste la récup aussi. C'est ça qui est hyper intéressant sur cette zone 2. Donc vraiment, écoutez-vous, c'est ça qui est important. Soyez pas fatigués et faites de la vraie zone 2. Et après, il y a là, justement cette zone 3 que Sean, lui, quand même, qualifie de très intéressante, hein. Il dit qu'elle n'est pas assez utilisée. Donc ça, c'est des séances qui ressembleraient à des 3 fois 20 à peu près, ou alors des 3 fois 15 avec un peu de temps de repos, des temps de repos de 3-4 minutes entre les séries. Donc il dit ces séances-là, on n'a pas trop envie de les faire parce qu'elles sont un petit peu dures, un petit peu longue, mais on en a encore sous la semelle, on n'est pas à fond et on rechigne un petit peu à les faire. Mais c'est justement ces séances-là qui vont vous faire monter votre seuil, donc vous allez être encore plus facile, plus longtemps. C'est ça qui est intéressant. Donc là, pareil, on commence à être sur des intensités. Donc RPE, je crois il disait entre 4, 5
voire 6. Donc 6, c'est vraiment sur de temps en temps des séances un peu plus intenses. Donc là, il disait ce qui était intéressant, c'est qu'on va travailler sur une meilleure utilisation du glycogène. Le glycogène, on en a pas mal parlé justement. C'est vraiment on va dire la réserve d'énergie que vous avez dans vos muscles. Et surtout, sur des efforts longs, cette capacité à mobiliser et à avoir des bons stocks de glycogène, ça va être hyper intéressant. Et en travaillant cette zone 3, vous allez le bosser. Donc, je sais pas si vous avez l'habitude de faire du travail au seuil. Moi, franchement, c'est vrai que dans mon entraînement, j'en fais assez rarement. Ça m'arrive. Là, maintenant, je commence un petit peu à en faire parce que je suis en période un peu off. Mais avant, j'en faisais pas du tout. Toi, t'en fais, Vincent ou Pierre? Euh, alors moi, je suis pas aussi câblé sur mon travail d'endurance. Je fais principalement de la zone 2. Mais quand je courais un petit peu plus, ouais, je faisais du travail au seuil. Bah, en gros, j'ai fait prépa physique, j'ai essayé un peu tous les entraînements. Mais c'est des séances qui font mal, en fait. C'est comme tu dis, t'as pas envie de les faire parce que c'est à la fois long et à la fois ça pique les jambes. Attention, Voilà. c'est pas à fond, hein. Il a dit 4, 5, 6. Donc ça, il faut faire attention à pas non plus partir trop dans l'excès. Ça, c'est vraiment des séances de contrôle qui mettent un petit peu de fatigue, mais pas trop de fatigue. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dur à sentir. Ouais. Moi, de ce que je me souvenais, c'est que ça me chargeait les jambes, tu vois. Peut-être que t'étais en zone 4, hein. Peut-être que j'étais trop haut, mais j'avais l'impression vraiment que c'était compliqué, quoi. Tu sentais. Bah, qu'est-ce qu'il disait comme adaptation sur la zone 3? Sur la zone 3, donc la meilleure utilisation du glycogène, ça c'est vraiment le repère de la zone 3. Et après, en fait, on arrive sur un point de déséquilibre, en fait. C'est justement cette zone 3 là où on va commencer à graviter un peu avec le deuxième seuil. Et c'est là où justement on va essayer de le repousser. Et justement, il y a du lactate qui va arriver. Donc ça va être un petit peu aussi cette gestion du lactate qui va intervenir et qui va nous faire progresser. En fait, l'intérêt de ces séances-là, c'est s'il fallait résumer, c'est d'être confortable plus longtemps. C'est-à-dire on va réussir à courir à une vitesse un peu plus élevée plus longtemps grâce à ces séances-là en tirant notre SV2. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir cette petite courbe-là qui fait comme ça avec le 1 et après ça redécroche au 2. Elle est intéressante, mais on vous la mettra peut-être en description. Et je pense que de toute façon, on l'a assez vu dans le podcast. Et allez voir le podcast de Sean, ça fera un Là, petit rappel. c'est pour repousser le seuil. Peut-être qu'on peut redéfinir les deux seuils. Il y a un seuil d'adaptation ventilatoire où voilà, je passe de mon canapé à courir en zone 2. Donc là, en fait, je vais avoir mon système ventilatoire, ma capacité maximale de respiration. Et puis après, plus je vais aller vers l'intensité, ça va plus être ma capacité de ventilation qui va me limiter, mais ça va être ma capacité métabolique, c'est ce que dit Sean. Bon, allez voir cet épisode avec Sean parce que il le dira mieux que nous, mais c'est Il vraiment y a- notre corps qui a du mal à En fait, gérer en fait les déchets qui sont produits par Ce l'utilisation ce qu'il de dit, en l'oxygène. fait, c'est que à partir du seuil 1, le muscle seul, en gros, permet de fournir l'effort. Et une fois qu'on dépasse le seuil 1 et qu'on se rapproche du 2, c'est là où il va y avoir un déséquilibre. Et en fait, justement, le corps va se mobiliser pour amener des ressources en plus que le muscle lui-même ne peut pas réussir à gérer. Donc, c'est vrai que en fait, on est sur un équilibre. SV2, on est sur un déséquilibre. Et après, ben, une fois qu'on a passé SV2, ça y est, Après, on c'est va au carton, l'explosion. hein. Voilà, nickel. Et le pyro qui nous gère le Ah, petit. voilà. On le voit très bien, hein, sur le graphique, ces différents seuils, avec une première augmentation, voilà, sur le 1. Et après le 2, on voit que là, après, on va à la catastrophe, hein. On voit qu'une fois qu'on dépasse le, le deuxième seuil, on va au carton. Il y a une augmentation qui est énorme Mais de la lactatémie. SV2, c'est vraiment voilà, au niveau physiologique qu'on perd cet équilibre Donc c'est et pour donc ça que c'est très intéressant de travailler aussi. Donc en termes de progression, il disait quand même que cette zone 4, c'était un petit peu une zone 3 améliorée. Donc soit faire dans la semaine une séance de zone 3, soit faire une séance de zone 4, mais pas faire les deux dans la même semaine. Au contraire, ce qu'il conseille le plus, c'est de faire après de la très haute, voire de la haute intensité. Donc là, on va être sur des RPE qui vont être de 6, 7, 8. Tu n'es pas d'accord, Vincent? Ah non, non, je suis dans ma tête là, Ah, je OK, je te réfléchis en même voyais temps. faire des petits trucs, c'est pour ça. Et il disait voilà, RPE 6, 7, 8 et après ça c'est la haute intensité et après il y a la très haute avec des sites qu'on appelle là des sprints. Donc ça va être sur je crois que c'est des sprints il y a deux façons de faire de la très haute intensité. Il y a le site, il y a le RSS. Le site, c'est des sprints de 30 secondes. On va aller chercher donc des efforts assez longs
qui vont être, je crois, j'ai noté, c'est pas beaucoup de répétitions, hein, par contre, c'est des séances qui sont très intenses. Sprinter 30 secondes, c'est costaud. Donc, le site, c'est 30 secondes de sprint, 4 minutes 30 de récup, entre 4 à 6 sprints. C'est pas forcément très, très long. Et c'est Fabrice Kuhn qui dit ça. En faisant ça 3 fois par semaine, en 2 semaines, on augmente sa VO2 max de 2,3, enfin fois 2,3. Donc c'est quand même assez intéressant d'aller travailler justement ce type de séance-là. Mais ça, on en parlera dans la planification parce que c'est dans un contexte de bloc et on va justement en parler après. Donc si on devait résumer, moi, personnellement, mon avis, hein, sur la question, ça serait une grosse partie de zone 2, donc allez, on va dire 80%, s'envoyer sur du seuil une séance et une séance après, par contre, où là, on va plus travailler du sprint, de la très haute intensité. Ça, c'est pour quelqu'un qui voudrait vraiment performer. Attention, si votre but, c'est juste de finir un semi-marathon, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Pour moi, rajouter du volume progressivement, c'est le plus important. Ça sert à rien d'aller chercher des séances de fractionnés, des choses comme ça. Commencez très simple, habituez-vous à courir. Après, vous donnerez votre avis, les gars, hein. Mais moi, mon avis, si on veut juste finir une course, il n'y a pas forcément, surtout une course qui va être assez longue, aucun intérêt à aller travailler de la vitesse pure. Il y en a toujours un petit peu, bien sûr, des adaptations. Tu vas travailler différemment. Ça peut toujours être intéressant et te faire progresser. Mais je vois plus ça en progression que vraiment un objectif de finir, tu vois. C'est quoi, votre avis? Après, le meilleur entraînement, c'est celui que tu as jamais fait, hein. C'est ce qu'il a dit Sean. C'est finalement quand tu fais ces sprints, c'est vraiment au bout du spectre. Donc, tu travailles la qualité de sprint. C'est pour ça qu'il y a un énorme temps de repos. C'est que quand tu vas faire ces 6 sprints, à chaque fois, on veut un sprint optimal. C'est pas comme on va faire un fractionné, tu vois. C'est pour ça que je hochais la tête. C'est que je me disais comment on peut leur transmettre autrement. C'est finalement à partir du seuil 2, je vais faire un fractionné. Mais plus je vais avoir un fractionné, en fait, ça va jouer avec l'intensité. Si je vais être en zone 4, je vais avoir un fractionné qui est plutôt long. On va faire du 30-30, du 1 minute, 1 minute. Mais puis après, si je veux aller chercher la zone 5, je vais pas pouvoir être en zone 5 sur 1 minute. Donc du coup, je vais venir faire du 5, du 10 secondes. Je vais venir raccourcir le temps de haute intensité et augmenter du coup le temps de repos, quoi. Tu as raison de préciser. Et justement, ce que Shane disait, c'est qu'au-delà de 2 minutes, on ne peut pas être dans la très haute intensité. C'est pas possible. C'est moins de 2 minutes forcément. Si on veut vraiment être dans ce critère-là de séance où on va s'envoyer, c'est 2 minutes max. Sinon, on ne peut pas en fait être dans la bonne zone. Sinon, on va forcément décrocher. C'est pas possible. Donc, ouais, vas-y. Faut jouer avec l'intensité et le temps de repos. Tout ce qui est en dessous de la zone 2, enfin zone 2, zone 3, ça va être, on peut travailler en continu. Ou en zone 3, on peut commencer à mettre de l'intermittent, mais sur vraiment de l'intermittent long. Donc, tu disais de 3 fois 20 minutes. Et puis, dès que je passe en zone 4, eh ben, je viens réduire au fur et à mesure. Zone 5, ben, je réduis encore pour travailler l'ensemble des compétences. Bien sûr. Et je réduis pareil, je réduis le temps de travail et tu augmentes le temps de récup. On est d'accord, hein, sur ça Ouais, aussi? c'est ça. Parce que Parfait. plus on a un temps de repos long, plus on va venir travailler la qualité de sprint. En fait, quand vraiment on fait ce sprint, on décide de travailler la vitesse pure. Si on fait juste en dessous, on va essayer de travailler la répétition de sprint. Donc on n'est plus sur la qualité, essayer de sprinter le plus vite possible, mais on est plus sur la qualité de répéter des sprints. Mais Voilà. après, tu vois, vas-y, Pierrot. C'est transférable à du travail de renforcement musculaire. Ouais. Et au final, on est sur du renfort et du travail de force quand vous faites des sprints très très courts de 5 à 10 secondes. Alors, c'est sur la notion de force, mais c'est aussi sur la notion de métabolisme. Et on va être sur la filière de la phosphocréatine. Et comme on est sur des efforts intenses, il va vous falloir au moins 5 minutes pour resynthétiser vos stocks de phosphocréatine. On en discutera peut-être un petit peu après sur les filières métaboliques ou même maintenant, hein, sprint, C'est Vas-y, en vas-y. parler, hein. effort très très court. On est sur la phosphocréatine comme substrat principal. Donc, en gros, c'est le 100 mètres de Usain Bolt. Tous les substrats sont utilisés en même temps, mais à différentes quantités. Forcément, on utilise très très peu les lipides quand on fait un sprint de 100 mètres. Un peu les glucides, un peu plus forcément que les lipides, mais moins. C'est surtout la phosphocréatine que vous allez utiliser comme substrat principal. Et après, quand vous allez passer par exemple sur un 400 mètres, eh bien là, vous serez plutôt sur
sur un substrat glycolytique. Et sur les efforts longs, on sera plutôt sur des efforts sur une filière oxydative où les substrats seront à la fois le glycogène musculaire et les lipides. Voilà. Et- Donc, on fera le transfert après sur l'alimentation peut-être en conséquence. Mais par Ah, bien exemple, sur sûr. les sprints dont parlait Vincent, ça peut être intéressant à ce moment-là de se supplémenter en créatine pour augmenter les stocks de créatine et pour pouvoir maintenir peut-être plus longtemps un sprint de zone 5. Mais encore une fois, est-ce que ça a vraiment un intérêt ou est-ce qu'on est juste sur de la micro-optimisation? Peut-être restons simples, non? Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? Ouais, ouais, moi, je suis d'accord, restons on reste simples, ouais. simple. Mais tu vois, par exemple, il y a aussi cet aspect mental, où Hmm. quelqu'un se lance sur le semi-marathon. Voilà, j'ai tout géré, mais si j'ai pas testé la haute intensité, bah, dans ma course, bah, je peux être un peu stressé, j'ai peut-être mal dormi, il y a quelque chose qui peut mal se passer. Et en fait, on peut découvrir cette zone rouge pendant la course. Et donc, en fait, Hmm. tout ce qui est haute intensité dans l'entraînement, bah, c'est aussi une façon de se tester, de se découvrir dans ces conditions, quoi. Bien sûr, et surtout que pour être un coureur complet, c'est quand même très intéressant et je pense que tous les coureurs travaillent dans toutes les zones. C'est juste la planification de ces zones-là qui va être intéressant. Je pense qu'on peut en parler maintenant justement. Et cette notion de spécificité aussi, est-ce que, parce que de ce qu'on a compris, je pense, c'est plus on est loin de l'événement, moins on va être spécifique. Donc ça veut dire qu'on va travailler des qualités dont on n'a presque pas besoin, mais qui vont avoir du compte. Donc, peut-être que par exemple, et c'est Ludo Pomeray qui en parlait, hein, l'hiver, en course à pied, il diminue son volume de course à pied, mais par contre, il met beaucoup d'intensité. Il va travailler des séances de fractionnés, il va s'envoyer un petit peu dans le mur, parce qu'en fait, c'est des choses qu'il ne va pas travailler pendant sa saison de trail, parce que là, justement, il sait que c'est pas sa qualité première. Un trailer, ce qu'il veut, c'est courir longtemps. Donc, c'est vrai que là, faire des sprints pour peut-être un trailer, ça peut avoir du sens hors saison de temps en temps pour justement peut-être pourquoi pas faire un bloc. On va justement parler de cette notion de bloc. Mais vous, qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu sur cette planification de spécificité où on va balayer un petit peu tout le spectre et on va mettre tel travail en avant et après tel travail le jour de la compète. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Et ben, j'ai réécouté Max, Altenhoven et bah, voilà, allez-y, les auditeurs, écoutez cet épisode, c'est magnifique. Il parle en fait de l'objectif, en fait. Il parle de contexte et d'objectif. Bah, quelle est ma vie? Quel est l'environnement dans lequel je vis? Et quel objectif je me place? Est-ce que je décide de vouloir, faire un semi-marathon, dans 4 mois? Ou est-ce qu'au contraire, je fais un match de foot toutes les semaines? Et donc là, on va avoir différentes visions de la planification. C'est globalement, si j'ai du temps, si j'ai 3 4 mois pour organiser mon entraînement, je vais pouvoir travailler en linéaire, donc c'est-à-dire faire du volume et progressivement aller chercher l'intensité et la spécificité de l'exercice, de la compétition que je cherche. Si au contraire, c'est plutôt toutes les semaines, il va plutôt ce qu'on va faire, de l'ondulatoire, c'est-à-dire il va jouer en fait avec les intensités, dans sa semaine, mais aussi dans les séances. Donc, voilà, tout dépend de votre environnement et tout dépend de l'objectif que vous vous placez, Mais voilà. Parce qu'il est dans les sports co aussi, sur hmm, le podcast de Max. C'est peut-être pour ça que c'est moins transférable sur la course à pied, sur la notion d'ondulatoire. Qu'est-ce que tu en penses? Bon après Je sais pas, ça hein. sent je sais pas, il disait que l'ondulatoire était, très pratique. C'est qu'en fait, ils ont pas le temps de faire des blocs, Hmm. de 6 semaines et de travailler que la force. Parce que toutes les semaines, ils ont besoin d'être à leur max. Eh Donc oui. l'ondulatoire est très adapté au sport collectif. Mais pourquoi pas aussi le mettre en place sur, tu vois? Par exemple, moi, ma façon de m'entraîner, c'est très ondulatoire. C'est très déprogrammé aussi, je vais sortir un peu au ressenti. Je peux faire une sortie longue, je peux essayer de me faire un intermittent long ou un intermittent court. C'est plutôt en fonction, dans ma semaine, tu vois? J'essaie d'intégrer tout ça. Mais, si vous avez du temps, globalement, vous pouvez essayer de progresser longtemps. Et je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que plus on est loin de la compétition, plus on peut faire du volume, de la fréquence, augmenter la quantité de travail.
Et puis plus on se rapproche de la compétition, plus on essaye de retrouver le spécifique, ce qu'on va retrouver pendant votre compétition, quoi. Mais après, tu vois, là, tu dis, là, tu prends l'exemple d'augmenter le volume en dehors. Ça dépend de ce que tu fais. Si au contraire, tu fais par exemple un marathon, je pense que ton augmentation de volume, elle va plus être à la fin qu'au début de ta préparation. Au contraire, au début de ta préparation, tu vas peut-être plus si tu es un coureur qui court déjà, attention, hein. C'est sûr que si on n'a jamais couru et que notre objectif, c'est de finir un marathon, beh, augmentation progressive du volume au début, c'est clair et net. Par contre, si j'ai déjà fait un marathon et que je veux progresser sur un marathon, je pense qu'il y a plus d'intérêt au début à faire des séances de fractionnés où on va s'envoyer un peu intense. Et après, plus je vais me rapprocher de l'événement, et comme tu dis, Vincent, plus je vais aller sur du spécifique en cherchant et en ciblant mon allure marathon et en essayant justement d'augmenter petit à petit mon allure marathon en faisant 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres, jusqu'à la fin me faire 2-3 blocs de peut-être pourquoi pas 5-6 kilomètres à allure marathon pour ressentir, m'adapter. Parce que ça, il y a aussi cette notion d'allure en course à pied qui est importante. Parfois, on l'a dit, on travaille la très haute intensité, on travaille aussi la basse intensité, mais on ne travaille pas l'allure cible. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette allure cible. Souvent, ça peut être le seuil dans certaines disciplines. Dans le trail, c'est peut-être la zone 2 ou un peu plus, mais c'est aussi important de faire des économies aussi, de travailler son économie de course à l'allure cible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que souvent, c'est quand même le plus spécifique au final, hein. C'est créer des adaptations à son allure visée. On Oui, est c'est en d'accord? fait, c'est ce travail de zone 3 en fait, hein. Ouais, bien sûr. Ouais, zone 3, donc attention à bien les faire, hein. C'est vrai que c'est pas facile. Je vais essayer d'en faire des zones 3, avoir un peu le feedback. Et C'est tu vrai vois, que par j'en fais. exemple, je suis complètement d'accord avec, ce que tu dis sur le marathon, mais ça dépend de l'environnement. Donc est-ce que je suis novice, je veux faire un marathon? Mmh, Est-ce que j'ai déjà fait plusieurs marathons? Et finalement, la bien sûr. spécificité, c'est un effort long, donc il faut au fur et à mesure se diriger vers Et tu ça, vois? voilà. Et au contrario, un mec qui ferait peut-être un ou une femme, bien sûr, excusez-moi, qui ferait un 10 kilomètres, peut-être que j'y conseillerais plus au début de faire de la zone 2, des volumes, des choses intéressantes, et après, par contre, de s'envoyer un peu plus au carton et d'augmenter un petit peu plus rapidement vers la fin de l'échéance, d'être plus spécifique parce qu'il va avoir une allure qui va être beaucoup plus importante à tenir que celui qui va faire le marathon. En fait, il y a 3 trucs. Il y a écouter 1000, Voilà, déjà et c'est voilà. ça Voilà. qu'on veut te voir faire, Et Vincent. Il se voilà, il y a réveille, il y a le é café qui équipe tape. voilà, ça y est, là, c'est arrivé. Donc c'est écouter 1000. Il y a vraiment plein d'infos et même nous, quand on réécoute les épisodes qu'on a tournés, qu'on a préparés, on réapprend des choses à la réécoute, donc noter et réécouter. Le deuxième truc, c'est de s'entourer. Donc je pense, par des professionnels qui maîtrisent, l'entraînement, et qui vont pouvoir charger progressivement et vous créer des adaptations. Je pense que les Et gens peuvent quand même, Vincent. Vas-y, finis ton 3, on en et parlera après. le troisième, c'est, on peut être autonome, hein. Ah On voilà. a, ChatGPT, on met son Non, environnement, ses objectifs. Non, mais je rigole pas en plus. C'est que la vérité, c'est que si vous mettez, tout votre environnement, vos objectifs, et vous, dites: «Bah, j'ai 2 mois pour travailler ça, je peux sortir 3 fois», demandez à ChatGPT, il va vous donner une trame, parce que c'est important de se reposer sur un programme. Parce que si on le fait trop au ressenti, on sait qu'on va rien faire, on va rester sur le canapé. Donc soit un coach, soit, essayer d'utiliser les technologies qu'on a à ouais, disposition, tu quoi. vois, ouais, tu parles des technologies, c'est vrai comme une trame, ça peut être utile, mais voilà, écoutez justement les conseils des experts et adaptez-vous. Vous risquez pas grand-chose en course à pied, à part peut-être vous faire une tendinite, c'est pas forcément très grave, hein. Donc, il y a pas de souci. Bien sûr, on va éviter la blessure, on essaie de donner des bons conseils, mais déjà d'avoir cette démarche d'écouter des podcasts, de vous former par rapport à tout ça, c'est super car, il y a beaucoup de blessures en course à pied parce qu'en fait, c'est pas un sport traumatique, c'est juste que les gens s'entraînent mal et je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Il y a des méconnaissances et c'est pour ça que nous, on essaye justement de vous parler de tout ça. Et un point qui est aussi important, c'est mais Pierrot, tu voulais rebondir par rapport à ça? Ou avant de parler de musculation? Le le savoir, c'est le pouvoir. C'est important de Ah, le c'est la savoir tienne, celle-là. et non, c'est pas la mienne, c'est pas la mienne et il y a Keeprun Pacer, comme application, gratuite où vous pouvez rentrer votre objectif de course. C'est un de mes collègues de travail là qui m'a montré ça. Vous pouvez rentrer objectif de course, le temps auquel vous voulez le faire et puis ça vous met des séances, prédéfinies sur les jours où vous voulez vous entraîner et ça vous propose des entraînements types. Comme ça peut vous guider. Ça peut en aider certains, mais c'est toujours bien de savoir, de comprendre un peu ce qu'on fait et de se rendre compte qu'en zone 2, effectivement, vous allez créer pas mal d'adaptations et peu de fatigue. Et en faisant du fractionné, vous allez créer certaines adaptations, mais aussi beaucoup de fatigue.
Donc faire 3 séances de fractionné dans la semaine, comme disait Alexandre tout à l'heure, c'est pas gratuit, hein. C'est pas comme faire Non, 3 sorties en zone 2, hein, où là, bon, on va bien dormir, le lendemain, on n'a pas de courbature mais faire 3 séances de fraction dans la semaine, ça, je crois que j'ai jamais fait, hein. Ça, c'est la répartition. Tu pourrais donner ton expérience, Alex, Mmh. de ce que après, tu moi, la mets chan en place dans moi, ta après, c'est semaine, vrai que quoi. je suis très, très freestyle, hein, sur ce que je fais. Moi, je m'entraîne, je me donne des objectifs qui sont, j'essaye justement de me pousser à en fait, moi, je me fais un objectif qui est assez difficile. C'est ça qui me motive et après derrière, c'est vraiment que du plaisir. C'est-à-dire que je sais qu'il faut que je fasse du volume, mais après je vais adapter vraiment en fonction de ce que je veux faire. C'est-à-dire que si je cible, en fait, chaque semaine à peu près un volume que je veux faire et je me dis: ben l'intensité, c'est vrai que moi, c'est pas trop ce que je vais chercher et malheureusement, je devrais en faire et là, je vais me forcer à en faire. C'est pour ça justement que je vais sûrement faire un marathon là au mois de mars pour m'obliger à travailler un petit peu ces qualités de vitesse pour, heu, pour aller me secouer un petit peu. Parce que moi, je prends du plaisir, tout simplement en étant dehors, en pédalant, en courant. C'est vrai que ça me plaît. C'est des choses que et je structure pas trop mon entraînement, mais j'ai quand même des grandes lignes sur lesquelles je sais que, voilà, au moins j'ai une séance d'intensité, ça c'est sûr, par semaine, que je fais souvent sur vélo. On en parlera aussi peut-être, après. Le vélo, en ce moment, surtout l'hiver, moi je suis très frileux, hein. Je prends pas des bains glacés sur ma terrasse, désolé, Vincent, un jour je viendrai à Paris, promis, j'en prendrai un, mais là, déjà qu'à Parfait. Marseille, c'est pas possible, alors à Paris, Il j'imagine même viendra en pas. juillet pour le prendre. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas Mais c'est vrai que grave, je suis assez frileux, on donc mettra des blocs. ouais, on verra ça. Mais en tout cas, voilà et excusez-moi, juste moi, je voulais rebondir sur quelque chose qu'on n'a pas parlé Et sur qu'est-ce la que tu fais excuse-moi dans Vincent. ton entraînement alors? C'est quoi Comment? tes grandes lignes? Mais il veut pas le dire, il veut pas Non, le Non, mais dire. mais là, tu envoie-nous. vois, en fait, Parce que bon, c'est réfléchi, je vais même le si c'est dire. freestyle, c'est réfléchi, non? Je vais le dire là, par exemple, je l'ai pas encore annoncé, bon, on s'en fout parce que j'ai pas officiellement le dossard encore. Là, je vais préparer, je vais faire l'Altriman, le format Ironman l'année prochaine. Donc c'est vrai que je crois que c'est le triathlon le plus dur de France. Donc c'est pour ça, voilà, se tirer un petit peu. Je crois que c'est 3,8 de natation. Je crois que c'est 200 kilomètres de vélo avec 5000 de dénivelé. Et je crois 42 kills avec, Ouais. et Mais 42 kills. même En fait, nous, on n'est pas au courant, en fait. c'est que en montagne. Ouais, mais bah, je l'avais pas dit ça, si, je pense que je l'avais dit quand même. Et Ah, 42 kills avec 1500 de dénivelé. Donc en fait, c'est un triathlon en montagne. Donc là, pour m'entraîner, et je le vois plus comme une préparation sur un ultra trail. Mon vrai objectif, ça serait plus dans 2 ans de faire vraiment peut-être soit l'UTMB, soit la Diagonale des Fous. Et je vois ça comme un moment charnière qui me permettra de travailler mon vélo, donc de faire un entraînement croisé qui va me permettre de progresser en vélo, travailler ma force musculaire, travailler mon volume, pouvoir passer des heures où je m'entraîne au niveau cardiovasculaire aussi. Travailler aussi ma course à pied, où là, par contre, je diminue en ce moment, l'hiver. On a eu Ludo Pommeret justement, où je pense que c'est essentiel d'avoir cette période de 2 mois où moi je courais à peu près 100 kilomètres par semaine, il y a pendant bien au moins 7-8 mois dans l'année, je pense, j'ai couru comme ça. Et je pense que là, justement, de descendre à 40, je fais une remontée progressive. Je vais essayer de me stabiliser à 50-60 kilomètres par semaine. Mais par contre, je vais chercher justement ce vélo-là, travailler un peu ma natation. Bon, ça, la natation, j'avoue que j'ai du mal parce que c'est pas du tout mon vrai objectif. Mais moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est de croiser énormément. En fait, c'est difficile de donner des conseils parce que ça dépend vraiment de la spécificité de la distance que vous voulez travailler. Sur un marathon, moi, je conseille de faire vraiment endurance fondamentale le plus souvent possible. Et vraiment, la clé, c'est de reproduire des séances longues. C'est-à-dire que vos sorties longues, pareil, on n'a pas parlé, mais la progressivité de la semaine, mais il y a aussi la progressivité sur vos sorties longues qui, au final, sont très importantes. Donc, plus vous allez réussir à faire des sorties longues, donc de 30, 35, pour mentalement vous dire aussi, ah ben j'arrive à courir 30, donc 42, ça devrait le faire. Ah ben je touche 35, ça devrait le faire. Et ça va créer de la fatigue, certes, mais vous allez habituer votre système musculaire à reproduire les efforts, à encaisser ces impacts-là. Ça va vous faire progresser de façon incroyable. Moi, pour moi, le marathon, c'est ces séances-là qui sont hyper importantes. C'est se focaliser sur la sortie longue. Par contre, sur le 10 kilomètres, je te dirais, là, par contre, si tu fais pas de seuil, tu fais pas de séance de très haute intensité, t'es pas dedans. Les priorités, elles sont là. Donc, ça dépend, en fait, vraiment. Alors que quand tu vas faire du trail, tu vois, je dirais plus, ben, va bosser ton dénivelé négatif parce que c'est ça qui va te tuer les jambes. Va à la salle, essaye surtout de mettre du volume, du volume, du volume et travaille aussi ton D+. Mais surtout le D-, parce que le D-, c'est une catastrophe.
c'est ça c'est ça qui t'explose, hein. Dès que tu dépasses les 2000 mètres de dénivelé négatif, après, il n'y a plus personne si tu n'es pas habitué. Donc voilà, moi, ça serait plutôt ces conseils-là. Après, donner des séances type et des progressions, c'est compliqué. Mais moi, c'est mon avis. Et juste un dernier point qu'on n'a pas trop parlé. Désolé, les gars, je prends la parole. Vous m'avez posé une question sur moi. Je suis désolé. Oui, Est-ce que je peux Vincent. rebondir sur le fait que tu viennes croiser tes entraînements? C'est vraiment l'épisode avec Benoît Girondel, je pense, qui t'a fait prendre conscience de ça, parce qu'avant, tu faisais que courir à bloc. Après, Et c'est là, mon amour du vélo aussi. Tu connais, depuis que j'ai acheté ouais, un mais t'en vélo. faisais moins, t'en faisais beaucoup J'avais moins. pas. Ouais, après, oui, c'est sûr. Non, mais Je pense que complètement. cet Après, épisode, j'avais pas de il vélo. t'a fait basculer sur la compréhension de C'est pas, l'entraînement croisé. c'est pas Pommeret qui t'a plus mis un coup Non, de. non, non. Non, Bah, Girondel, il faisait 50% de vélo et en fait, c'est un cycliste, en fait, Girondel. à la base, ouais, c'est un cycliste, ouais. Mais Girondel, celui qui a gagné la diagonale des fous, on l'embrasse. Il y aura l'épisode, il est hyper sympa et on lui passe un petit coucou. Mais c'est vrai que cet épisode-là a peut-être joué, mais surtout que j'avais pas de vélo. Avant, j'habitais à Paris aussi, donc Ça joue fort, j'habitais à ça. Paris il y a quelques années. J'avais pas de vélo là et j'ai acheté un vélo il y a un an, je crois un peu plus d'un an et demi. Donc c'était quand même avant le podcast avec Benoît. Mais c'est vrai quoi, le vélo, moi, c'est quand j'étais petit, on va pas parler de ça maintenant, mais j'ai regardé le Tour de France en Andorre, sur le journal, on regardait qui avait gagné, on n'avait pas la télé. C'était toujours été une famille de plutôt. Mon grand-père était fan de vélo, mon grand-père aussi. Donc c'est vrai que le vélo, ça m'a toujours plu, mais j'ai jamais trop eu l'occasion d'en faire. Et c'est vrai que là, à Marseille, c'est assez exceptionnel. Mais c'est un sport qui est incroyable et je suis persuadé que c'est trop sous-coté pour la course à pied. Parce qu'il y a un travail de force aussi. On avait parlé avec Julie Yemolo. Hein. Elle Oui. faisait son travail de force sur le vélo. Hein. Donc, Ouais. elle faisait du dénivelé et pendant 2-3 minutes, elle était à bloc, gros plateau et elle envoyait tout. Donc, en fait, c'est très complet parce qu'au niveau cardiovasculaire, vous bossez. Au niveau musculaire, vous bossez. Et l'avantage aussi qu'il y a, c'est que vous habituez votre corps à bosser sur des grosses distances. Donc, ça, c'est important parce que vous pouvez faire pas des grosses distances, mais des longues durées, pardon, excusez-moi. C'est-à-dire, vous pouvez travailler pendant 3, 4, 5 heures à vélo. Et le ressenti comparé à 3, 4, 5 heures en course à pied, mais ça n'a rien à voir. Moi, je sors de 4 heures de vélo. Je dis pas que je suis frais, mais des fois, j'éclate un peu le canapé, on va pas se mentir, mais je peux très bien continuer à sortir, boire un verre. Alors que si tu sors de 4 heures de course à pied, t'es en dedans. Enfin, c'est trop compliqué. Et puis le vélo, tu peux avoir des petites lunettes fusantes qui font que quand même, il y a une petite saveur en plus. Enfin, Il y a aussi une variété. C'est quoi ces fenêtres fusantes? bah, je sais pas, moi j'adore ces petites lunettes fusantes. Ah, On les peut lunettes, s'inventer ok. un Je petit les ai pas, style. moi. Je les ai pas encore. Je les ai pas. Faut que Tu les as j'investisse. pas? J'ai même pas les pédales automatiques. Il faut step by step. Ok. Oui, Bon. mais on va y arriver. Mais en tout cas, c'est vrai que le vélo, c'est un très bon moyen. Ça remplace pas la course à pied, ça, il faut le dire. Là, on parle de l'entraînement croisé. Ça remplacera pas du tout la course à pied, mais ça permet d'ajouter du volume. Le problème qu'il y a, et c'est marrant, parce que moi, j'ai pas de problème digestif en course à pied. Alors qu'en principe, c'est quand même un sport à impact qui crée des problèmes. Mais par contre, j'ai un problème digestif à vélo. Et ça, c'est quand même fou. Je sais pas s'il y a que moi et s'il y a des auditeurs, dites-le moi. Mais en position assise sur le vélo, après manger, je pars, mais c'est catastrophe. Genre, j'ai le ventre est plié en deux. Alors que des fois, je travaille, je me mange un poké, je repars en courant, il n'y a rien à voir. Je sais pas si vous avez des conseils d'ailleurs par rapport à ça. Je serais preneur en commentaire. N'hésitez pas à nous dire tout ça. Mais oui. Et je sais plus qui nous parlait de ça, c'était d'enchaîner une session en vélo et après de faire une session de course à pied. C'est Sean, non? Et le compromis. Je Euh, pense peut-être Alan qu'on a eu sur le Compromise Run, je pense qu'il parlait pas mal. Ben, ça, pour moi, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Enfin, je sais pas, Girondel, vous je le. crois qu'il en a parlé aussi. Hein. Ouais, aussi, je pense qu'il a dû J'étais en pas là parler. pour chaîne. Mais c'est sûr. Mais ça c'est, de toute façon, on le voit en ce moment avec l'Aerox. Il y a pas mal de personnes qui ont. Je crois que c'est un Parisien. Parce que je crois que c'est Maxime T, je crois. Tu vas connaître ça, Vincent, non? Non. Si, Maxime, tu sais, sa femme, ils sont un couple là qui sont coach sportif à Paris, qu'elle connaît, Camille. Peut-être. Bon, Là, je je parle sais pas, pas qui bref. c'est. Ouais. Et en fait, je l'avais écouté dans un podcast et lui, il courait beaucoup avant et il faisait d'assez bonnes performances. Mais par contre, il faisait des entraînements spécifiques marathon
Et justement, avec l'Aerox, donc en faisant ce compromise run, donc c'est-à-dire de courir sous fatigue, que ce soit avec des efforts fonte ou alors avec du vélo avant et des efforts en course à pied, il est arrivé à presque avoir les mêmes temps qu'il faisait sur ses marathons, alors qu'il avait un volume d'entraînement qui était beaucoup, beaucoup moins important qu'avant. Donc je pense que cet Aerox va modifier pas mal de choses dans la vision de l'entraînement et aussi la gestion de la musculation. Mais en termes de volume, pour pouvoir maintenir un niveau, que ce soit en hypertrophie ou en cardiovasculaire, c'est pas du tout la même chose que le volume qu'il faut pour pouvoir progresser. C'est-à-dire, tu veux dire quoi par hypertrophie? Dans quel sens? Non, mais c'est-à-dire pour moi, la quantité d'entraînement qu'il te faut pour maintenir un niveau, une qualité athlétique, quelle qu'elle soit, c'est pas du tout la même chose pour entre guillemets «stagner» que Et pour progresser. progresser. Mais Donc tu tu veux vois, dire entre les rappels et les créations d'adaptation, quoi. oui, là, lui, en fait, il fait que des rappels de maintien. C'est sûr qu'il s'entraîne beaucoup moins en course à pied, mais donc je sais pas. Ouais, après, moi, je suis pas spécialiste sur la course à pied, c'est pour ça que je parle moins sur ce côté-là, parce que c'est pas mon. En fait, surtout, c'est le ressenti. Je trouve que quand tu cours, au bout de les derniers kilomètres, c'est quand même très dur, tu as mal aux jambes. Et je trouve qu'au niveau ressenti, la simulation que tu vas avoir en courant après avoir fait du vélo ou en courant après avoir fait du renfo, c'est quand même assez proche au début, surtout cette période de transition de 2-3 minutes, qui après ton corps, au bout d'un moment, il s'habitue à l'effort et ça va beaucoup mieux. Mais en fait, cette période-là, je pense qu'il y a aussi une gestion peut-être des lactates, je sais pas ce qui se passe exactement au niveau physio, je sais pas. Mais c'est vrai que je pense que travailler ça peut être que positif sur de la progression en course à pied. De toute façon, il y a C'est jamais rien Nicolas d'autant, il y a jamais rien d'autant spécifique pour progresser en course à pied que Que de de faire de courir. la course à pied. Bien sûr. On peut trouver toutes les stratégies qu'on veut. Si vous voulez Bien progresser sûr. en course à pied, il faut courir, hein. Oui, mais là, l'intérêt de s'exploser en vélo ou en muscu et puis de mettre du spécifique, c'est qu'on crée une pré-fatigue qui vient simuler en fait la fatigue qu'Alexandre il va avoir de Ouais. 80 à 90 bornes quand il va faire son 100 bornes ou tu vois. Oui, Bien oui. sûr. Et c'est Mais Nicolas Haute qui en parlait très bien dans l'épisode sur la préparation physique sur les sports de combat. On a parlé MMA et il donnait en fait des clés sur l'entraînement à la transition entre la phase de lutte et la phase de striking qui passe d'un travail de vitesse très lent, quasi isométrique, à une explosivité maximale. Et donc c'est ces phases de transition que tu dis Alexandre là qui sont compliquées à mettre en place et à travailler. Mais aussi pour rebondir sur ça, nous, c'est vrai qu'on est kiné et moi, ça a quand même pas mal changé ma vision par rapport à ça, surtout sur des pathologies qui apparaissent après quelques kilomètres, c'est-à-dire, par exemple, typiquement, un syndrome de l'essuie-glace, souvent, c'est des choses qui, t'as des douleurs qui arrivent à partir de 4-5 kills. Je trouve que ce travail-là de renfort combiné avec la course à pied sur des petits volumes, en fait, ça te permet d'habituer ton corps à mettre des impacts sans douleur. Tu peux répéter les efforts. Tu peux facilement faire 5, 6, 7, 8 kilomètres. Donc, en fait, tu continues à travailler. Tu vas repousser un petit peu cette douleur au fil du temps. Tu vas te renforcer. Tu vas progresser en course à pied. Enfin, c'est tout bénéfique, honnêtement, que ce soit sur de la performance ou de la prévention de blessures. Parce qu'il Mm. faut voir aussi, c'est que quand vous courez 10 kilomètres d'affilée et que vous courez 1 kilomètre, renfo 1 kilomètre, le ressenti en termes d'impact n'est pas du tout le même. Donc, votre corps va beaucoup plus facilement encaisser. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant aussi, que ce soit même pour les débutants, hein, si vous voulez commencer, un peu de renfo, un peu de course à pied, un peu de renfo, un peu de course à pied, c'est parfait, honnêtement. Là, on peut parler des préventions de blessures, tu vois. Je pense qu'on a bien parlé Moi, de je tout le voulais juste reste. rebondir, excuse-moi, Pacton, désolé, hein, sur la planification de l'entraînement. Pour les gens qui nous écoutent, deux types de méthodes. C'est soit la planification qui va être assez linéaire, ça veut dire je trouve ma séance type, je vais faire 80% de zone 2, une séance de seuil, une séance de haute intensité. Ça, c'est ma séance type. Et bien en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais être linéaire. Ça veut dire que tout au fil de ma préparation, je vais progresser, je vais augmenter peut-être la difficulté, le nombre de séries, mais je vais rester sur ce créneau-là. Ou alors, si vous avez peut-être plus de temps, mais ça demande peut-être d'être un peu plus confirmé, vous pouvez très bien travailler en bloc, où là, je vais insister sur une qualité pendant 5 à 6 semaines, où je vais travailler spécifiquement, peut-être, à la place de faire une séance de seuil, peut-être que je vais en faire 2. Si vraiment je suis fort, je peux peut-être en faire 3, mais ça, moi, je vous conseille pas. Et voilà. Et là, pendant ces 6 semaines, je vais insister sur une qualité, et après, je vais travailler une autre qualité, mais je vais quand même rappeler celle-là dans mon entraînement.
Donc ça, c'est le système par bloc. Deux types d'entraînement, linéaire ou par bloc d'entraînement, en travaillant, comme disaient Vincent et Pierrot, une partie qui sera moins spécifique quand vous allez être loin de votre échéance, et plus vous allez être forcément proche de votre échéance, plus vous allez être spécifique. Tu es d'accord avec ça, Vincent? Ouais, ouais, ouais. Après le linéaire peut marcher par bloc, en fait. Quand tu as du temps, en fait, Aussi. bah, tu crées des blocs. Ce qu'il faut bien voir dans la préparation, c'est, voilà, prenez le calendrier, mettez les compétitions et une fois que vous avez les compétitions et vos jours de vacances aussi, hein, mettez les vacances, bah, après, voilà, vous resserrez le temps. Donc vous passez de, j'ai 4 mois, puis après qu'est-ce que je fais en 4 semaines? Qu'est-ce que je fais, sur la semaine et qu'est-ce que je fais sur ma séance? Et nickel. Et c'est comme tu parlais de prévention de blessures, en étant kiné, tous les 3, c'est quoi vos petits conseils, vous, sur quel point vous a fait changer? Moi, je parlais justement de cette vision un peu de fragmenter la course à pied avec du renfort. Vous, si vous avez des conseils, ça serait quoi plutôt de tout ce qu'on a appris? Et de votre expérience aussi au cabinet, hein, bien sûr. Ouais, bah, c'est la charge d'entraînement, hein. Je pense que là, on a bien défini quand même de planifier, ce qu'on fait, les types de séances et la progressivité, la fréquence. Je pense que c'est le premier conseil, Pierre. Qu'est-ce Ouais, que mais en tu dehors penses? de ça, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens? Non, mais je leur dis, si tu veux t'entraîner comme un pro, il va falloir que tu récupères comme un pro. Parce que je vois les gens qui se mettent des volumes conséquents dans la tête. Et le sommeil, qu'est-ce que ça donne? L'hydratation, qu'est-ce que ça donne? Et l'alimentation, qu'est-ce que ça donne? Moi, je veux bien hein, que les gens ils s'entraînent très bien. Généralement, quand on va pousser très bien l'entraînement, généralement à côté ça suit, mais vérifiez que ce soit bien le cas, que vous ayez bien vos 8 heures de sommeil par jour, que vous gériez bien vos quantités de réhydratation. Peut-être qu'on peut en parler maintenant hein, Ouais, bien sûr. sur les conseils de réhydratation. Donc le podcast avec Nouchka, Simic, que je vous invite à écouter. On a parlé de l'alimentation du sportif d'endurance, où elle préconisait la double pesée, pesée avant, pesée après, euh, avec hydratation. Non, je pense que je crois que c'était sans hydratation. Et la quantité hydrique perdue, enfin le poids perdu, il fallait le multiplier par 1,5 pour savoir de combien vous devez vous hydrater. Forcément, ça dépend des variabilités interindividuelles, mais vous pouvez vous rendre compte que quand vous faites une sortie et que vous hydratez pendant la sortie, il se peut que vous ayez quand même perdu du poids. Et ça, c'est pas du gras, hein, c'est Si que je de perds l'eau. 1 kilo fois 1,5, je bois 1,5 Ouais, litres. ouais, après effort. OK. Donc ça peut vous faire rendre compte des quantités hydriques perdues pendant l'effort. Si vous faites une sortie par exemple d'une heure, vous pesez avant, après, comme ça vous voyez la quantité hydrique que vous avez perdue. Dans ce cas-là, vous surcompensez en buvant une fois et demie ce que vous avez perdu. Et même sur vos sorties longues où vous vous êtes hydraté, de voir qu'est-ce qui vous manque en fait à récupérer. Ça vous permet en fait d'avoir un ordre de grandeur. C'est sûr que ce ne sera pas la même chose en décembre qu'en juillet, puisque vous avez forcément plus transpiré. Mais on est tous différents. Et ce qu'elle rappelait, elle, c'était qu'il y avait des différences entre ses élèves qui étaient du simple au triple, au quadruple, quoi. On est tous différents. On le voit bien, hein. Il y en a certains, ils trempent le t-shirt en une heure et il y en a d'autres, bon, au bout d'une heure, bon, ils n'ont pas perdu la même chose, quoi. Donc voilà. Et donc, poids perdu, avant, après, vous multipliez par 1,5 et ça vous donne la quantité d'eau que vous devez ingérer en post-effort pour pouvoir au moins vous remettre à niveau. Les urines doivent être claires, pas transparentes. Ça, c'est votre meilleur indicateur. Pas les urines du matin, mais les urines dans la journée. Et forcément, pour améliorer votre hydratation, sur les efforts plutôt courts, de l'eau avec des électrolytes à l'intérieur, vous pouvez juste, sans avoir besoin d'acheter des marques dont on ne citera pas le nom, vous pouvez juste mettre du sel, un petit peu de sel et un petit peu de jus de citron. Ça vous permet d'avoir un petit peu de minéraux et de faciliter l'hydratation. Et sur les efforts plus longs, alors, peut-être là, on peut rentrer. Tu veux qu'on rentre dedans sur les efforts plus longs? Parce Et que là, rentrons dedans, frérot. Fais ce on que tu rentre. veux là. Fais Allez, ce que tu veux, on vas-y. transperce. On voit les Vas-y. glucides, là. Alors, on Ouais, reviendra sur la musculation après, on verra. De toute façon, on parle on est sur de la prévention, donc je pense Mais que du sucre. l'alimentation est mais importante. c'est le premier risque d'abandon sur les courses de longue distance. C'est le problème digestif, qui sont notamment liés avec la mauvaise gestion de l'hydratation, parce que la déshydratation crée des problèmes digestifs. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça pendant l'effort.
et qui est lié aussi à une mauvaise gestion de l'alimentation pendant l'effort. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cette hydratation, de l'alimentation. C'était une bonne transition. Parce que vous pouvez vous entraîner tant que vous voulez. Si vous avez la cagagne au 18e kilomètre parce que vous êtes déshydraté ou parce que vous gérez mal ce que vous avez consommé, c'est dommage, quoi. D'avoir tout optimisé, d'avoir fait une planification linéaire avec de la zone 3, machin, et en fait, vous supportez pas ce que vous consommez, vous êtes déshydraté, c'est juste pas possible, quoi. C'est vrai que Nouchka, par rapport à ça, ce qu'elle recommandait, c'était de se tester. C'est vrai que ça, on le dit, hein, mais quand vous allez faire une compétition, il faut absolument que rien ne soit nouveau, ne laissez rien au hasard. Donc l'alimentation, pareil, testez ça à l'entraînement, surtout sur des longues distances. Je pense qu'à part, allez, à part le 10 km où moi personnellement, enfin, ça peut toujours apporter un petit plus, hein, pourquoi pas, on peut s'envoyer un petit gel si ça peut faire du bien, pourquoi Non, pas. il n'y a pas besoin, hein. Et après, peut-être un petit effet, tu sais, Avant l'effort. placebo. Avant l'effort, oui. Ouais, voilà. Mais après, bon, chacun est libre. Bon, pour le 10 kilomètres, on va dire, on va laisser ça de côté. Mais à partir du semi-marathon, si on ne s'alimente pas, je pense que c'est une faute grave en termes de performance et même en termes de santé, hein, c'est dommageable. Donc, les recommandations, je crois qu'elles sont quand même assez élevées de Nouchka. Je crois qu'elle recommandait entre 70 et 90 grammes de glucides par heure d'effort, non? Donc, que ce soit par des boissons. Donc là, on n'est plus sur des boissons avec électrolytes. Donc, électrolytes, c'est juste avec des minéraux et vous n'avez pas de glucides. Vous pouvez très bien en avoir un petit peu, mais c'est pas l'idée première de la boisson. D'avoir un petit peu de glucides quand même dans votre boisson d'effort, ça vous permet de mieux assimiler et de mieux vous hydrater. Donc, ça va être ça la différence entre une boisson électrolytique et isotonique. Isotonique, ça veut dire que vous avez la même quantité de glucides que dans votre circulation sanguine. Ça permet de mieux assimiler. C'est-à-dire que vous avez 6 à 8% de glucides pour 100 millilitres. Donc, 6 grammes de glucides pour 100 millilitres. Donc, après 1h30 d'effort, apporter des glucides par une boisson isotonique. 30 à 60 grammes de glucides par heure d'effort. Ça, c'est les fourchettes qu'elle préconise. Est-ce qu'elle recommande pour la compétition, ça? Oui. Ok. Et à partir de 2h30, 90 grammes de glucides par heure d'effort, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Après, on est tous différents et c'est pour ça que c'est important de se tester sur les efforts longs, ce que tu disais, hein, testez-vous sur des 30 km à l'entraînement, ça va être le finish, quoi, dans Mais votre préparation physique. c'est vrai que excuse-moi, Pierrot, mais je crois que d'ailleurs c'est toi, Vincent, non, qui avait fait un marathon et que le gel, il était pas, t'avais pas kiffé, je crois, non? T'étais pas habitué à cette marque-là Ah et ouais, t'avais pas. ça m'a fait exploser complet. Ouais, non, mais c'est vrai, et Ah, mais ça ouais. arrive à beaucoup de personnes, hein. On sous-estime ça, mais tu te prépares toute l'année pour un gel, excuse-moi, que t'as jamais testé. Ben, au final, tu te rends compte, Vincent, toi, ton expérience, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, mais c'est juste que bah, j'avais jamais pris de gel. Je l'ai pris en le premier semi-marathon que je fais et vraiment j'ai explosé pendant 2 minutes. J'arrivais plus à respirer, complètement dans le rouge. Et je pense que elle appelle ça le gut training. C'est à la fois bah, l'ingestion de nourriture pendant la course, donc déjà s'entraîner, même si vous voulez courir un petit peu, c'est difficile de manger en courant, enfin voilà. Et puis le gut training, c'est aussi qu'est-ce que vous ingérez avant l'entraînement, après l'entraînement. Enfin voilà, c'est Ouais. s'entraîner sur l'alimentation avant, pendant et après, après la compète. Après, voilà, c'est vrai que comme on le dit, surtout quand on fait du trail ou de l'ultra trail, si on ne travaille pas ça, ça fait tout autant partie de l'entraînement course à pied que vraiment c'est quelque chose à inclure. Donc, s'il y a des séances que vous pouvez faire, bien sûr, sans vous alimenter, ça, il y a aucun souci. Mais c'est vrai que vraiment, prenez le temps de tester et de travailler surtout le même produit. C'est-à-dire que des fois, d'une compote à une autre, d'une autre marque, ben, on n'a pas forcément les mêmes repères. On peut, des fois aussi, en termes de sucre à l'intérieur, c'est pas forcément les mêmes types de sucre. Donc, on peut avoir certaines substances qu'on va mieux absorber que d'autres. Moi, personnellement, ce que je conseille, c'est vraiment tout ce qui va être liquide. C'est vrai que moi, après, j'ai une facilité à prendre de la compote. C'est que Dieu bénisse et que ça reste comme ça. Et pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis. Mais c'est que moi, j'ai l'ultra trail d'Andorre que j'avais fait. J'avais bouffé, mais que de la compote. Mais genre, j'ai halluciné. J'avais même pas mangé des pâtes, rien. J'ai bouffé de la compote pendant, je sais pas, 20 heures, je pense. C'était aucun souci.
Mais en fait, ouais, moi, c'est que ça passait bien, j'étais pas écœuré et ça me faisait du bien. Je sais pas, c'était comme ça. Il y en a d'autres qui c'est autre chose. Mais je trouve que de pas avoir à mâcher déjà, ça apporte une petite facilité. C'est plus facilement aussi assimilable. Donc il y en a aussi, ils ont une stratégie qui est un petit peu inverse. C'est-à-dire, ils vont commencer par du solide. Et quand le solide ne va plus marcher, donc c'est-à-dire des barres, des choses comme ça, là, ils vont passer sur du liquide. Apparemment, quand même, de travailler sur, un petit peu la mâche, c'était Girondel qui l'avait dit, c'était intéressant de redonner un petit peu cette habitude, du corps qui mange, d'avoir un petit peu éveiller ces réflexes-là qu'on a dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, j'ai mon repas, ben là, voilà, je mâche pour recréer un petit peu ça. Mais après, voilà, entraînez-vous, honnêtement, ça, c'est chacun est vraiment, autonome par rapport à ça et vraiment c'est très différent les uns les autres. Il y en a aussi qui ont des problèmes digestifs assez chroniques, donc peut-être aller voir aussi le microbiote, hein, je pense que c'est intéressant. Aller peut-être enlever les moi, ce que je conseille, après Pierrot, on en parlera et ce que Nouchka, me je j'invente rien du tout, hein, c'est vraiment moi des recommandations. C'est éviter les crudités avant un effort. Je pense que ça, on est tous d'accord, pour dire ça. Les pâtes, c'est pas forcément une bonne idée, hein, de manger des pâtes, si vous êtes, intolérant et que vous ne le savez pas avant. Attention, le gluten, ça peut peut-être, vous créer peut-être des petites inflammations. Allez chercher peut-être plutôt des glucides dans les patates douces, hein, ça peut être bien, la veille de l'effort dans des viandes qui sont assez maigres comme du blanc de poulet, des choses comme ça, il y a pas de Une souci. question de, une question de timing aussi. Enfin, si tu manges des pâtes une demi-heure avant de faire la course ou si tu les prends 3 heures, enfin, tout dépend des glucides. Et ça me fait penser à Girondel, ce qu'il disait, c'est que lui, la moitié de sa course, il essayait d'avoir des sucres lents, des féculents. Bon, la moitié de sa course pour lui, c'est 80 kills de trail, donc voilà, c'est quand même un extraterrestre. On peut s'en inspirer, mais pourquoi pas garder cet aspect-là de voilà, j'essaye de garder des sucres lents pour le début et puis sur la fin, comme tu fais, des compotes, des gels, enfin voilà, c'est une réflexion, quoi. Oui. Nouchka, elle nous parlait de différents timings sur quand même la gestion de l'alimentation. Elle disait que bon, bah, il fallait pas trop modifier un petit peu tout ça. Si tout va bien au niveau digestif, tant mieux. Et 3 jours avant l'effort, de diminuer les fibres pour mettre un petit peu plus le système digestif, un peu au repos. On va pas discuter de l'intérêt de consommer des fibres dans l'alimentation générale pour une bonne santé, hein. 1000%. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Oui, oui, pour revenir sur la gestion de l'alimentation, les recommandations de Nouchka. Donc 3 jours avant l'effort, de diminuer les fibres et les graisses. Donc on va pas, rediscuter de l'intérêt de consommer des fibres dans l'alimentation, de tous les jours pour, votre santé générale et votre microbiote. C'est pas l'idée, hein. C'est plus trop approuvé ça. Mais, mettez plutôt le système digestif au repos parce que les fibres, ça va entraîner un travail, digestif supplémentaire. L'idée, c'est d'avoir le système digestif qui est le plus disponible possible, le plus reposé possible, parce que votre sport, votre compétition va possiblement le mettre à rude épreuve. Et l'idée, c'est de créer une épargne digestive en vue de la compétition. Donc, ça peut être pas mal d'avoir cette stratégie-là, diminuer les fibres et les graisses pour avoir un meilleur confort digestif. Et pendant l'effort, faites attention aux barres avec des oléagineux que vous risquez de mal tolérer. En tout cas, a priori, vous les avez testés avant. Mais les oléagineux, généralement, c'est un petit peu difficile à digérer. Et en plus, il y a pas mal de lipides dedans. Donc peut-être que ça peut être pas forcément la bonne stratégie et plutôt privilégier effectivement les gels de glucides comme le conseillait Alexandre. Ça peut être intéressant. Et autre chose, oui, on discutait tout à l'heure de la gestion de l'hydratation. Il faut savoir que votre glycogène intramusculaire, il est stocké avec de l'eau. Donc, il faut que vous fassiez attention à vos apports hydriques. Si vous négligez vos apports hydriques, vous risquez d'avoir un stock glycogénique, pardon, qui est pas optimal. Donc, faites attention à ça. Ouais, Et ça, il Vincent? faut le tester encore, hein. Enfin, Mmh. tu vois, s'il y a des gens, ils mangent beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de fibres, et finalement, ils se font un trou d'air avant de faire un marathon, et qui l'ont jamais fait, en fait. Voilà, essayer d'expérimenter, comme disait Alexandre, avant de faire un marathon, on se teste sur 30 bornes. Bah voilà, mettez en place déjà toutes vos stratégies, voir si ça vous convient, et
Et voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que là, on parle de trail, mais aussi pour préserver des qualités d'une séance d'entraînement. C'est vrai qu'on a parlé aussi des séances d'intensité. Ça peut avoir du sens hein, sur une séance, notamment au seuil, sur un 3x20, d'incorporer une petite collation, une petite compote de glucides pour avoir de meilleures qualités dans votre séance parce que vous allez avoir une source d'énergie qui va être, vous allez moins taper forcément dans vos réserves. Donc, ça va Mais être, vous oui, allez vous allez être en hypo, on le sait, vous allez être explosé là. donc c'est pour ça, hein, ça peut être très intéressant aussi d'associer en fonction de quand vous allez faire votre séance. Si par exemple vous avez mangé à midi et que vous allez refaire une séance à 18 h, pourquoi pas vous faire une petite collation avant avec un petit apport sucré, une banane, un truc qui va vous mettre un petit coup de peps, ou alors pendant avoir un petit apport aussi. Après, il y en a qui vont très bien tolérer ça, il n'y a aucun souci. Benoît, il faisait des heures et des heures dans la pampa sans rien manger. À part à vélo, il disait qu'à vélo, par contre, il fallait qu'il mange. Oui, Et mais pas après, d'intensité. voilà, pas d'intensité, c'est ça. Et Oui. après, Fabrice, qui va nous conseiller aussi et ce qu'il donne dans son livre, qui est intéressant, c'est pour s'entraîner, il conseille d'aller même chercher en fait au-delà de ce que vous allez faire en compétition. Ça veut dire aller chercher les 120 grammes de glucides par heure. Donc vous, si vous ciblez peut-être 50 grammes de glucides par heure, ben entraînez-vous peut-être à prendre 80 ou 90. Moi, pour ma part, personnellement, je me stabilise plus entre 50, 60. Je suis jamais allé chercher les 90. Après, j'ai jamais eu de problèmes intestinaux pour l'instant. Et peut-être que par contre, je suis en sous-consommation de glucides, hein, peut-être que j'en suis conscient, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça va. C'est le Mais c'est vrai qu'à la ressenti fin qui. de mes trails, j'ai du mal, mais après, je me dis que c'est quand même normal d'avoir mal à la fin, hein. Mais après, de toute façon, ça dépend aussi du métabolisme de chacun, du poids de chacun, de ta consommation énergétique. On va dire que tu es Ouais, plutôt bien un sûr. coureur léger, tu vois, Alexandre. Si on, forcément, la consommation de glucides de quelqu'un qui va peser 80 kilos et qui court et quelqu'un qui va peser 60 kilos Ouais, qui court, peut-être pas la bah, même, bien sûr, effectivement. on peut Non, pas mais comparer tout ça. Donc faites vos tests, hein. c'est sûr. Et c'est vrai que quelque chose que je voulais rajouter, c'était, l'entraînement à jeun. C'est vrai qu'on en parle, certains en sont adeptes. Personnellement, je le fais jamais, c'est vrai qu'il y a pas trop d'intérêt, surtout sur des, peut-être aller pour créer un peu d'adaptation, utiliser un peu mieux les lipides, à la limite. Mais, je déconseille par contre, une séance qui est hyper intéressante et qu'on n'a pas encore parlé, qu'on va en parler là bientôt, ça sera la séance à glycogène bas. Celle-là, elle est vraiment très intéressante. Attention à la faire, très rarement, c'est-à-dire une fois par semaine maximum. C'est-à-dire vous allez faire une séance d'intensité. Bon, on va prendre l'exemple où vous allez vous entraîner 2 fois dans la journée, ou alors, ouais, on va commencer, excusez-moi, par une séance par jour, ce sera plus facile. Le soir, vous allez faire une séance d'intensité. Vous allez vous envoyer, donc grosse séance, vous allez taper dans vos stocks justement de glycogène, vous allez les vider. Donc attention de ne pas consommer de glucides pendant la séance. Le but, c'est justement d'aller descendre vos réserves. Le soir, malheureusement, vous allez manger très peu, surtout pas de glucides, juste protéinés, 20 grammes de protéines juste, et vous allez dormir. Et le lendemain matin, donc vos stocks vont être vides ou vidés du moins. Et là, vous allez travailler une séance d'endurance à basse intensité, plutôt longue de 1 heure, 1 heure et quart, avec des stocks justement de glycogène bien bas. Et après, par contre, là, vous allez vraiment faire un repas glucidique où vous allez remplir vos stocks. Parce que cette notion de travail à glycogène bas, elle est vraiment très importante pour la progression. Vous allez stimuler justement, vous allez augmenter votre réservoir de glycogène. Donc, vous allez avoir des plus grosses capacités à déjà gérer votre glycogène, et aussi vous allez augmenter votre stock. Donc, hyper, hyper intéressant. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de le faire dans la journée. Le matin, l'intensité. Le midi, repas faible. Et le soir, on recourt à faible intensité. Deux méthodes. Je trouvais ça intéressant. Fabrice en parlera. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. Donc, j'ai vraiment hâte de l'écouter vis-à-vis de ça. Vous avez quelque chose et aussi le déficit calorique, on n'en a pas parlé, les gars. Vous en Oui. pensez quoi? Bah, si vous faites beaucoup de sport d'endurance, faites attention à ça, hein, parce que souvent vous êtes en sous-alimentation, sous-performance, c'est pas ce que vous cherchez. Le but, c'est pas que vous perdiez du poids, faites attention à ça. Ça peut vous créer bon, je sais pas si ça concerne beaucoup de monde, mais il peut y avoir des troubles hormonaux conséquents, notamment chez les femmes, avec des retards de règles, des dysménorrhées, augmentation du risque de blessure, baisse de la performance. Donc, ça peut être intéressant de gérer le poids et de vous peser une fois toutes les semaines pour vérifier que vous perdiez pas trop de poids, parce que c'est un mauvais indicateur de performance et de durabilité dans votre sport.
Ouais, bien sûr. Donc vraiment, alimentez-vous et c'est Nouchka d'ailleurs qui le dit, hein, dans le podcast. Elle dit: «Il vaut mieux trop manger que pas assez. Vaut mieux trop manger et mal plutôt que pas manger que pas assez manger». Donc ça veut dire quand vous courez, au contraire, allez-y, ouvrez les valves et mangez, mangez. Il y a aucun souci. Au Mmh. contraire, vous allez avoir des grosses dépenses. Donc il faut aider votre organisme justement à remplir. C'est sûr, essayer de pas aller chercher les calories vides, hein, bien sûr, on est tous d'accord pour ça. Mais des fois, c'est pas facile, hein. Ah oui, et on a oublié sur les indicateurs, puisque là vous normalement, puisque vous avez fait votre petite note avec, tout ce qu'on vous a Tu les cherches, donné hein. pendant le podcast, il vous manque un critère assez intéressant, c'est, qu'est-ce qu'il en est des apports protéiques pour le sportif d'endurance? Encore une fois, je cite Nouchka, hein, il faut rendre à Nouchka ce qui est à Nouchka. Mais ça se recoupe assez avec les recommandations pour les sportifs pour les sports de force quand même. Donc les recommandations pour l'athlète d'endurance, c'est 1,2 à 1,6 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Ce qui est quand même conséquent. Donc, n'hésitez pas à juste regarder un petit peu ce que vous faites dans votre journée pour faire en sorte que vous soyez pas trop bas non plus, hein, parce que tout dépend du poids que vous faites, mais pour 70 kilos, si vous êtes pour être à 1,5, C'est à 100. ouais, c'est ça. Ouais, Donc, bien ça, sûr. c'est pas évident à aller chercher, hein. Donc, souvent, peut-être au niveau des glucides, peut-être que vous risquez souvent d'être en sous-alimentation et en déficit calorique, ce qui peut être néfaste sur le moyen à long terme pour votre progression. Et Et Alexandre, comment ouais, tu vas-y. répartis, toi, ton alimentation des repas dans la journée? Comment tu répartis ça en fonction de tes entraînements? Est-ce que tu t'entraînes le matin, le soir? Mmh. Moi, je m'entraîne un peu, franchement, c'est assez fluctuant. Déjà, je travaille 3 fois, en fait, je fais 3 tournées de domicile que je fais en courant, qui représentent à peu près, 30 kilomètres. Donc déjà, tous les matins, déjà, quoi qu'il arrive, je déjeune, ça c'est systématique. Donc c'est vrai qu'on a eu, moi, le matin, c'est crêpes ou pancakes protéinés, c'est-à-dire que je fais ma propre pâte et en fait, tous les matins, ouais, je pense que je dois prendre au moins, 20 grammes de prot assez facilement. Après, franchement, pour être transparent, et il y a de la pâte à tartiner, des fois, il y a du miel, enfin, je fais pas du tout attention, au contraire, je sais que je vais tout dépenser, donc j'ai aucun problème par rapport à ça. Dans le matin, très protéiné, j'essaie quand même de manger aussi des fruits pour apporter un peu des fibres pour les antioxydants. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de l'importance des antioxydants et de la gestion aussi des radicaux libres qu'on peut avoir dans les sports d'endurance. Après, le midi, là, par contre, c'est très protéiné. C'est vrai que moi, par contre, j'ai une alimentation qui est assez protéine animale. Je mange pratiquement de la viande tous les jours. C'est vrai que c'est très difficile de pas en av je peux de temps en temps, je fais des repas sans, mais en fait, c'est tellement facile et j'arrive très bien à assimiler tout ça. J'ai pas de problème digestif. Après, je prends de la viande quand même d'assez bonne qualité chez le boucher, mais souvent, c'est assez classique, hein. C'est, un légume. Je prends le riz en ce moment, c'est quelque chose que j'essaye de pas mal, ajouter dans que je prenais très peu avant. Je sais que le riz, apparemment, c'est moins inflammatoire quand même que les pâtes, donc c'est une bonne source de glucides. Et après, je me mets une viande. Souvent, je remange à 16h, pareil, hein, protéiné. Donc, franchement, je mange tous les jours des crêpes ou des pancakes avec du Nutella ou de pâte ou alors du beurre de cacahuète et tout. Ça, c'est assez cool. Fromage blanc aussi de temps en temps. Et franchement, ouais, après, je mange pas énormément, mais j'ai jamais été aussi gros qu'aujourd'hui. Mais je pense que c'est plus du fait que je fais beaucoup de vélo et je pense que j'ai pris pas mal des jambes parce que sur le haut du corps, je suis assez éclataxe. Mais par contre, Les je pense grosses que j'ai pris pouces. un peu des mais en fait, c'est ça qui est, que je me rends compte, c'est que le poids, vraiment, ne vous fiez pas au poids, ça veut absolument rien dire, c'est un truc de fou. Là, j'ai jamais été aussi gros de ma vie et pourtant, je pense que j'ai jamais été aussi sec sur de ma vie aussi. Donc ça veut, c'est vraiment qu'un chiffre, il y a vraiment c'est vraiment quelque chose à dédramatiser. Après, sûr que si vous faites pas de sport, et que vous grossissez, eh beh, ne vous dites pas que vous avez pris du muscle, hein. Mais oui, vas-y Pierrot. Non, mais c'est intéressant de voir ça parce que, je sais plus dans quel podcast, il y avait eu un débat sur le jeûne intermittent et c'était toi, Vincent, qui avait dit à Alexandre de tester de faire du jeûne intermittent. Mais le problème pour Alexandre, c'est que en fait, si il fait du jeûne intermittent le matin, heu, en fait, il va être en déficit calorique, hein. C'est pas d'arriver à gérer autant de quantité de calories sur,
partie de la journée. Je pense qu'on peut pas tout faire en même temps. Donc faites Non, mais attention à peut-être pas ça. tout le temps, tu vois. Tout... Il Et peut oui, choisir en fait un jour où le jeûne intermittent, il peut complètement. prendre ses calories, il peut prendre ses apports en fait sur Mm. un timing qui est plus restreint, peut-être pas tout le temps parce qu'il court beaucoup, mais tu vois, par exemple, je pense qu'on avait parlé de courir à jeun. Toi, t'es pas trop d'accord, Alexandre, mais je crois qu'on avait eu un invité, et si je me trompe pas, c'était peut-être Wilfried Launay, où on a parlé Ah, anti-vieillissement. j'étais pas là, ouais. Peut-être lui, où il disait que il y avait des adaptations sur la flexibilité métabolique, donc Ouais, c'est déjà ça. utiliser tes graisses en apport énergétique, avoir une meilleure flexibilité métabolique. Il disait aussi qu'il y avait une production d'hormones, je crois, de croissance, GH, et après il y avait quelque chose comme une meilleure utilisation de la glycémie, tu vois. Une meilleure utilisation de l'insuline, vu que tu as moins de glucose dans le sang, bah, ton corps, en fait, ça lui fait un stress. Mais comme tout stress, il faut que ça Mais, soit dosé pour mais créer tu la vois, bonne je dose. trouve plus intéressant d'être à jeun de glucides que à jeun, tu vois. Genre, il n'y a pas trop d'intérêt au final à être forcément à jeun, tu vois. En Bon. fait, c'est ce qui va être intéressant, c'est justement avoir peu de glucides dans ton alimentation. Si le matin, tu prends un petit déj pas pauvre en glucides, au final, tu auras presque les mêmes effets sur ta glycémie, j'imagine, tu vois. Mais en fait, toi, tu vois tu vois Proche. la glycémie. En fait, il y a le stock de glycogène et il y a la glycémie sanguine. Et c'est ça, en Oui, fait, bien sûr. à jeun, c'est que du coup, bah, tu démarres, mais t'as pas de sucre dans le sang. Donc, du coup, tu viens, en tout cas, t'en as moins de disponible. Tu viens pas te Oui, sucrer bien sûr. par Mais un si je petit prends pas déj de avant. glucides, si je Mm. prends que de la prot, au final, je vais en avoir très peu aussi. Enfin, je vais en avoir quand même moins que si je prenais un apport glucidique important, tu vois, le matin. Et je crois qu'il Hein, disait qu'il y avait une le- adaptation aussi sur en fait ta capacité à utiliser ton stock de glycogène, tu vois. Ok. En fait, tu Ouais, viens de peut-être. Ouais. suite le taper. Après, tout comme tout, le spectre force-vitesse, le spectre volume-intensité, il y a peut-être un spectre, bah, comme tu disais, de venir vider son stock de glycogène, être à jeun, ou au contraire faire du gut training. Tu vois, il y a peut-être un ensemble de spectres à venir travailler, quoi. Mais après, je crois que c'était le H aussi qui parlait de ça, d'être à jeun de glucides, hein, quand on faisait un excès et de faire justement son sport à jeun de glucides le matin. Il parlait de ça quand on avait justement fait un petit McDo ou quoi, essayer d'aller faire du cardio, Pierrot. Parce que tu là sur l'épisode, il me semble que c'était ça qu'il avait dit, hein. Mm. Bah, après, on est en train de parler d'autre chose, hein, c'est-à-dire d'aller chercher la lipolyse, d'être sur un changement de substrat et de venir taper dans les lipides. Ouais, C'est-à-dire c'est exactement ce que d'arriver à avoir recherche une meilleure Launay. utilisation des lipides. euh, Est-ce que dans, dans tous les, dans tous les cas, l'intérêt, on va pas se mentir, c'est que là, on est sur complètement autre chose, hein, puisque là, dans le podcast de H, c'était entraînement musculation et c'était forcément perte de masse grasse. Donc, il y avait une petite notion de, quand Mmh. même, de mais déficit Ouais, calorique. mais c'est c'est transférable, utilisation hein. aussi des lipides, hein. C'est C'est tran- quand même, il y a quand même du lien entre les 2. Je trouve. C'est quand même une meilleure utilisation des lipides. Ah, c'est Pour l'utilisation des Alexandre, substrats. c'est carrément transférable. Par exemple, est-ce que c'est le fait de s'entraîner sur un changement de substrat, donc avoir plus de lipolyse est-ce que ça pourrait venir réduire ton apport en glucides pendant ta course, tu vois? Parce que j'ai une meilleure capacité à Oui. utiliser Hum. mes lipides. Est-ce que La bah, meilleure capacité oxydative, oui. du coup, je viens libérer un petit peu mon système digestif, je suis pas obligé de me charger en glucides. Il y a peut-être un intérêt sur ça aussi, tu vois. Mais Ouais, peut-être bien aussi sûr. tu mets aussi au repos ton système digestif en faisant des entraînements à jeun et parce que l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que pendant la course à pied, plus vous faites des entraînements longs, plus il va y avoir des traumatismes du système digestif par euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, perfusion, Ischémie. reperfusion, par Mhm. ischémie et reperfusion de votre système digestif. C'est-à-dire que quand vous courez, forcément, le système vasculaire est redirigé vers le système musculaire. En tout cas, le sang est redirigé vers le système musculaire et trop peu vers le système digestif, ce qui crée une baisse d'apport sanguin. Et ça crée un traumatisme pour le système digestif. Plus cet effort dure longtemps, plus le traumatisme va être important. Mais Et la reperfusion aussi recrée un espèce de petit traumatisme. Ça à répéter dans votre semaine, ça peut, ça, plus de la consommation de gluten si vous ne le supportez pas, plus de la consommation de lactose si vous ne le supportez pas, mais plus des ça, aliments ultra je me, je me, transformés. je me permets d'intervenir le Pierrot par rapport à ça. Et ça, c'est un avis qui est complètement personnel que genre vraiment personne n'a dit.
Et c'est vrai que je pense qu'il y a ça, bien sûr, mais je pense pas que ce soit délétère pour la santé sur le long terme. À basse intensité, je parle, hein. Parce que, en fait, on parle notamment de nutrition paléo, on va venir sur ça, je suis désolé, hein. Mais en fait, l'homme s'est construit et l'homme est devenu l'homme grâce à la course à pied. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut que les gens aient en tête. C'est-à-dire qu'avant, nos ancêtres, Et on- il est là, parti, il est parti. non, mais Ça c'est y vrai, est. on parle de paléo et c'est quelque chose qui est très à la mode. On essaie de redevenir, de repartir. On enlève les pâtes, on essaie d'enlever le lait, des choses voilà qui sont arrivées récemment, 10 000 ans quand on s'est un peu sédentarisé. Donc on part du principe qu'il faut repartir sur l'alimentation qu'on avait avant. Mais sachez qu'avant, la base, c'est quand même notre mode de vie. On avait un mode de vie où on était très actif. La chasse, c'était quand même quelque chose qui était assez régulier. Et l'homme est justement l'animal, l'espèce qui est presque la plus endurante du monde terrestre, hein. Avec le chameau, je crois, il peut y avoir une petite compète. On est vraiment fait pour courir. L'homme est devenu l'homme car justement on a réussi à chasser. On chassait par le fait de longues chasses où on fatiguait justement l'animal qui n'a pas cette faculté de transpiration et du coup à la longue on le suivait jusqu'à épuisement. C'est vraiment dans nos gènes. L'homme s'est construit par rapport à ça. Donc j'ai du mal à croire que cette longue distance nous dessert alors qu'au final c'est dans nos gènes, tu vois. C'est plus philosophique que vraiment scientifique, hein. Mais tout Attention. dépend C'est de un ce que tu facteur de fais, stress. encore une fois. Enfin, tu vois, si tu viens faire des sandboards ou si tu viens te faire des hits toutes les semaines, enfin, tu vois, le stress que tu t'appliques, c'est pas forcément de faire de la chasse parce que il y a 12 000 ans, on chassait tous les jours, on courait, en fait. Notre Ouais, bah quotidien, oui. c'était ça. Ouais. Euh, Et en fait, l'homme est fait pour ça. Et c'est pour ça que moi, je pense que la course à pied, c'est plus qu'un sport. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour notre santé. C'est-à-dire que vraiment, c'est à la base de notre santé. Les gens qui ne courent pas, et allez, je vais dire la course à pied, mais pour moi, les efforts d'endurance, ça peut très bien être du vélo si vous avez du mal ou de la natation. Non, c'est autre chose. Mais l'endurance, elle est fondamentale pour votre santé. Et j'en suis persuadé. Honnêtement, après, c'est bullshit. Peut-être que j'ai des maladies, j'en sais rien. Mais depuis que je cours régulièrement, j'ai jamais été aussi peu malade. C'est un truc de fou. Franchement, c'est l'hiver. Après, ça se trouve, là, demain, je dis ça, je vais être malade. Mais je pense que ça fait au moins 1 an que j'ai pas eu un rhume, quoi. C'est un truc de fou. Franchement, je vois et c'est pour ça que moi, je continue dans ça. Parce que même dans ma santé, je me sens, franchement, c'est fou, quoi. En fait, t'as aucune limite presque. mais Tu peux après, me travailler proposer ce que tu son veux. système cardiovasculaire, bah, c'est clair que c'est lié à ta longévité. Enfin, Mais, après, il y a le prisme de qu'est-ce qui est santé, qu'est-ce qui est performance, parce que quand je vais d'un et- côté, je vais forcément pas de l'autre. Voilà, ça, c'est. ouais, mais c'est pour ça que faire Oui. de la zone 2, où au final tu fais très peu de très haute intensité, est-ce que c'est presque pas ça la base de la longévité, tu vois? De temps en temps, Ouais, aller c'est t'envoyer une sûr, petite séance, c'est sûr. mais tu vois, c'est évident. Et c'est pour ça que cette notion d'évolution humaine, on l'utilise pour l'alimentation, mais je trouve qu'on l'utilise pas assez sur le sport et notre vision du corps qu'on devrait avoir. On parlait de l'utilisation de glucides tout à l'heure. J'aurais dû le préciser. Pardon. L'utilisation de glucides dans le sport au bout de 2 heures, etc. Mais ça toujours pareil, c'est dans une notion de performance. Et, où est la santé là-dedans? Effectivement, on peut se poser la question, puisque là, on parlait de courir à jeun, d'utiliser des meilleurs substrats énergétiques, d'être plus sur du lipidique. Mais Mais effectivement, nos ancêtres, ils mangeaient des petites baies, pendant la chasse, ils ouais, prenaient leur Oui, mais bouteille tu pas d'eau. vois, 80 grammes. il Hein. parlait pas de Non, non, c'est glycémie, sûr. Ah ben hein. non, Les, c'est les, sûr. les frérots, il y a 30 000 ans ou je sais pas quand, ben, quand ils couraient derrière l'antilope, ils couraient derrière l'antilope parce qu'ils avaient pas graillé depuis un moment. Donc en fait, non mais c'est vrai la vérité, tu vois, ils étaient pas en train de se dire ouais j'ai un petit gel là, ça y est, j'ai passé 1 heure et demie. Enfin tu vois, du coup ils, Eh oui, Oui, ils étaient ça complètement commence avec la aussi, performance. c'était quasi une autre espèce en fait, hein, les gars, parce qu'ils étaient complètement adaptés à leur environnement. On n'est plus du tout. oui, C'est mais c'est dans nos gènes, Vincent. Ouais, C'est c'est qu'en dans fait, nos c'est gènes, nous, mais c'est nous. Mais nous, si tous les jours on veut faire 30 bornes et courir 30 bornes tous les jours, on le fait, c'est sûr, ouais, tu ouais, vois. ouais, je suis d'accord. C'est juste parce Je suis qu'on le d'accord. fait pas. Et je pense que c'est une condition à notre bonne santé. Si on fait attention mais qu'on fait pas ça, on passe à côté de 50% de notre système. En fait, on est fait pour ça. On est fait pour se déplacer, pour se mouvoir, pour, Et euh, pour courir, peu bouger. On importe est la fait pour ça, modalité, hein. j'ai envie de te dire, tu vois, tant qu'on travaille nos systèmes cardiovasculaires, ça peut être à Oui, la bien sûr. marche déjà, ça peut être à la course, au vélo, voilà, j'en vois un pouce, mais, Eh mais ouais, du coup, en fatal. fait, peu importe la modalité, c'est sûr que tu as raison que bah, voilà, travailler son système cardiovasculaire, c'est un des piliers de notre santé, hein, c'est sûr. Ouais, complètement.
C'est sûr. Et moi, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de musculation, que ce soit en termes de performance. Vous avez peut-être autre chose Ouais, on peut à dire? partir sur la prévention des blessures, là, je pense que c'est Ouais? important, tu vois? Pour finir, voilà, la musculation, je pense, c'est en termes de performance, hein, c'est Fabrice qui le dit, c'est pas moi encore, je le cite beaucoup aujourd'hui. 2 Fabrice, séances c'est de le team, hein. musculation par semaine, c'est divisé par 2 le risque de blessure quand même. C'est quand même assez, important. Donc c'est vrai que ce qu'il conseille lui, dans son livre «La science de l'endurance», c'est un travail de force en vraiment, que ce soit en performance ou en prévention des blessures, les 2, hein. Un travail assez lourd et aussi un travail pliométrique pour travailler des qualités de pied. Vous, c'est votre expérience aussi sur le terrain ou pas spécialement en tant que kiné, les gars? Bah, franchement, moi, la course à pied, dans toutes les séances de kiné de sport que je fais, c'est 50, hein. 50, je pense qu'il y a quelques facteurs comme, gestion de la charge, d'entraînement, ça, c'est sûr et certain. Oui. Après, il y a la puissance dans les jambes, tout ce qui est, force de cuisse, force de bassin et puis après, travail de plio, travail de pied, c'est les 3 facteurs qui font que, bah, en fait, ils se mettent trop de charge et ça crée, des pâteaux comme tout, quoi. Comment qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens justement, bah, s'ils veulent faire un petit circuit, training, on va dire, hein, pour essayer justement d'éviter les blessures en course à pied? Quels exercices on pourrait proposer? Bah, tous les travails de Le rebond, tu vois? Les gammes techniques, parce qu'on court, mais il y a tout, si vous tapez sur YouTube, gamme athlétique, course, bah, vous allez voir, en fait, vous allez pouvoir travailler votre, qualité de course, qualité technique et puis après tout ce qui est travail de rebond, travail pliométrique. Moi, c'est un truc qui marche beaucoup sur la charge, en fait, qu'on imprègne sur la course à pied, ça va être la cadence, tu vois? C'est un moyen direct, en fait, de changer ta biomécanique de course, ta phase d'appui au sol et donc en fonction de globalement, je la fais, simple, mais si j'arrive talon ou si j'arrive sur la pointe, beh, vous pouvez sauter à la maison, sur les talons ou sauter sur la pointe. Vous allez comprendre qu'on a, en fait, un appareil, de rebond anatomique, tout ce qui est en dessous du genou qui est comme, une spatule. On a vu, aux paralympiques, les amputés, ben, ils ont une spatule, en fait et donc en fait, on a comme un élastique qui, nous permet d'absorber le choc et cette cadence, en fait, si vous avez une montre connectée, vous pouvez regarder la cadence à laquelle vous courez et en fonction de si elle est faible ou élevée, bah, du coup, ça va venir changer votre biomécanique de course. Donc je pense que d'avoir une cadence autour de 180, entre 170 et 190, c'est gage de performance et gage de gestion de la charge. Justement, de faire attention aussi aux chaussures, hein, qui sont maintenant avec ils disent des gros amortis, qui a tendance justement on a tendance à faire des plus grands pas, souvent parce qu'on ressent moins les impacts au sol, donc on a tendance à modifier aussi sa cadence. Ça peut être un facteur de blessure aussi par rapport à ça. Souvent, la cadence qu'on conseille, c'est de le faire presque pieds nus, c'est-à-dire d'imaginer comme si on courait pieds nus pour retrouver quelque chose de naturel. Après, attention, ne faites pas ça, hein, parce que si vous êtes habitué à courir avec des chaussures qui sont très amorti et vous commencez avec des chaussures minimalistes, il faut toujours être, très précautionneux et être très progressif aussi par rapport à ça. Mais travailler sur la cadence, c'est vrai que tu as complètement, raison Vincent, c'est hyper, hyper important et ton travail si on avait vraiment des exos à donner, en dehors de la plio, peut-être plus, un circuit, je crois que Vandel, il aimait bien le kettle swing. Il y a quoi d'autre comme exo qui vous revient en tête? Le hip thrust aussi sur une jambe qui est pas mal? Ouais, et puis après tout ce qui est travail de cuisse, hein, en fait, il Des faut aussi fentes, des faut squats, aussi hein. de la puissance dans les cuisses, c'est là où il y a le plus de masse musculaire, ça sert aussi à avoir, toute la force donc tout ce qui est travail de hanche, travail Mmh. de genoux, squat, hip thrust, deadlift, enfin tout ce qui va faire de la puissance dans les jambes, hein. Et travailler Travail les du chaînes moyen latérales aussi, Ouais, travailler voilà, ce que j'allais dire, moyen fessier aussi à mmh. bosser un petit peu. Le gainage latéral aussi, c'est quelque chose qu'on sous-estime sur une jambe, attention, ou juste vous décollez un petit peu l'autre jambe pour bien mettre Non, un ou sur appui le sur la genou. jambe qui est au sol. Sur le Ou sur le genou genou, ouais. et vous décollez l'autre jambe, ça vous fera travailler la hanche, ça c'est pas mal. Ouais, Heu, et d'ailleurs, il y a eu, c'est vrai qu'on parle du gainage, il y a eu des études qui ont été faites et le gainage permet aussi la performance en course à pied. Ils ont fait des tests, c'est-à-dire ils faisaient faire du gainage avant la course à pied
à des coureurs, hein, pendant, je crois, une demi-heure justement pour épuiser leur gainage et après il les faisait courir et ils se rendaient compte qu'ils étaient beaucoup moins performants parce qu'il y avait un mauvais transfert justement. Ils avaient pas ce gainage qui permet justement la performance. Donc que ce soit en performance ou en prévention des blessures, c'est hyper intéressant. Peut-être conseiller plutôt d'aller au début sur un statique et progressivement sur un dynamique. C'est quoi votre vision par rapport à ça? Ouais, non, mais c'est sûr que dès qu'il y a une fuite de force, au niveau du tronc, ben, ça se répercute sur les jambes, hein. C'était, notre ami, Flavio Bonnet là, j'avais suivi sa formation, la course du coureur. On te salue, Flavio, Non, te salue pas parce que je t'ai vu à Rééducat, tu m'as dit que tu allais venir et tu pas venu donc non, mais je te voilà, salue pas. il en déduit, ce Je qu'il veut, rigole, on l'embrasse. mais en vrai, il disait que, par exemple, sur les syndromes fémoro-patellaires, donc c'est les douleurs antérieures de genoux, il y avait une vraie incidence, du gainage, en fait. Parce que, ça fait partie de cette chaîne antérieure et donc comme tu dis, dès qu'on a un syndrome, de l'iliotibial, donc de l'essuie-glace, bah, c'est toute la chaîne latérale qui va être, surmenée et c'est sûrement le gainage latéral qui fait défaut, hein, voilà. Mmh. Ouais, bien sûr et c'est vrai qu'après, est-ce qu'il y a des muscles aussi qui sont un petit peu, sous-estimés? On voit le solaire, les mollets aussi, c'est vrai que bon, ça fait partie des mollets, mais les mollets, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent la tendance à travailler peut-être à la salle. Est-ce que vous avez des exos aussi, donc soit en plio ou peut-être aussi juste en force? Comment vous les travaillez vous? Ça dépend les 2. Ouais, les 2 en vrai, c'est vrai que comme tu dis, on l'oublie souvent, hein, quand on va à la salle, on voit très peu de gens faire des rebonds, donc juste qualité, c'est faire cette qualité de rebond, en fait, hein. C'est un élastique, donc utiliser cet élastique et répéter un petit peu. Attention parce que c'est quand même, ça charge quand même, donc surtout si vous entraînez, bien doser, en fait, ces entraînements de plio. Ça peut être un warm-up aussi, hein. Et évaluer vos mobilités de cheville, parce que là on parle en fait de mollets. C'est peut-être il y a l'entraînement renfo, mais aussi le fait d'avoir, si vous faites pas mal de dénivelé, ça va être important que vous ayez une bonne mobilité de cheville. Une limitation de la flexion dorsale de cheville va être corrélée avec une augmentation du risque de blessure sur votre tendon d'Achille. Donc test simple, c'est pied à plat. Vous mettez face à un mur et vous pliez votre cheville et votre genou. Vous essayez de venir faire toucher votre genou. Donc on est à un seul pied face au mur. Pied à plat, un seul pied face au mur. Et vous venez essayer de faire toucher votre genou. Ok, ça touche. Vous reculez votre pied à plat. Et vous essayez de voir jusqu'au au plus loin possible où vous pouvez amener votre pied sans que le talon se décolle. Et vous voyez si vous avez une différence entre les deux côtés et ou si vraiment vous décalez votre pied. Il faudrait que je retrouve la Mais norme, ça mais il y a c'est un vrai que écartement entre le mur et le gros orteil. tu parles de ça, Pierrot, tu as raison et c'est vrai Mmh, qu'un mouvement souvent et une idée qui est fausse, c'est la fente. C'est-à-dire que la fente, souvent, on a ce truc de: «Oui, il faut pas que le genou, il dépasse». Mais Mmh. ça vraiment, c'est au contraire, pour travailler la mobilité de cheville, ça peut être intéressant. Toi, Vincent, je sais qu'à un moment, tu le travaillais beaucoup. Mmh. C'était justement cette fente avant, en allant chercher le genou bien vers l'avant et en allant casser un petit peu la perpendiculaire. Tu peux nous en parler un peu plus? Parce que je sais qu'elle te tient à cœur, celle-là. Ouais, bah, je suis toujours pas optimal, mais en vrai, pourquoi on dit aux gens de marcher 30 minutes? C'est qu'en vrai, on leur dit pas de marcher 3 heures. Et ben c'est pareil pour la fente avant, on dit de pas dépasser le genou pour pas provoquer des douleurs. Donc c'est un moyen conservateur de donner une information pour que l'ensemble de la population vienne pas s'exploser les genoux. Mais en vrai, la vraie santé, c'est un genou qui dépasse, ce pied, hein. Ouais, bien sûr. Même pour aller travailler la mobilité de cheville, comme disait le Pierrot. Après, tu peux la travailler aussi avec un petit peu d'étirement sur un escalier, sur une marche, ou du travail excentrique du mollet aussi. C'est des choses aussi qu'on peut mettre en place assez facilement, hein. ouais, pied sur une box, et pareil, vous travaillez votre mobilité de cheville, donc en flexion dorsale, genou fléchi. Donc là, vous allez plutôt travailler votre mobilité articulaire, et ou un petit peu d'étirement du solaire, même si j'en doute. Ça peut être pas mal avec vous lester avec une petite kettle. Ça peut être pas mal de faire ça en début de séance de renfo, travailler un peu votre mobilité de cheville. Et sinon, on travaille d'étirement du mollet sur stepper, jambes tendues. Ça, c'est plutôt en récup après vos séances, quoi, à la fin. Ça peut être pas mal. Ouais, Et aussi Format freiner aussi sur 5, une marche, tu sais, on est sur ouais, une marche faire de et puis l'excentrique, ouais. freiner, venir, épuiser la flexion de votre cheville. Ça Mmh. permet en fait un travail de freinage, donc c'est de la mobilité, mais en même temps un peu de renforcement, voilà. Mmh, 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 mmh.
Et pour les douleurs aussi de hanche, sur le devant de la hanche, n'hésitez pas aussi à renforcer votre psoas. Ça peut être intéressant avec un élastique. Souvent, on vient travailler de la flexion de hanche et vous résistez aussi au retour. Ou même faire des, comment ça s'appelle, mountain climber, je crois, avec un élastique au niveau des pieds. Et Mm. chaque fois, vous allez venir travailler votre gainage et en même temps, vu que vous avez l'élastique en bas, votre pied va venir, vous allez faire une flexion de hanche, ça va créer une résistance et vous revenez. Ça peut associer en même temps le gainage et en même temps la flexion de hanche. Donc, si vous avez des petites douleurs, je pense à ça parce que c'est vrai que c'est des douleurs qui reviennent souvent. Après, pour les périostites, ça va vraiment dépendre, ouais, Trop renforcement de compliqué. la cheville. Trop compliqué. Ouais. Ouais. C'est vraiment les douleurs de répétition. Là, il faut vraiment voir où est-ce que il y a un maillon faible, en fait, hein. Il y a une chaîne. Tu vois, une fois, j'ai soigné une périostite en faisant du gainage, tu vois. Mais c'était dingue, hein. Ouais. Enfin, en fait, c'était en cherchant. C'est vraiment des pathologies qui sont compliquées. Mais tu vois, il faut leur donner aussi, leur dire que il y a de la gestion de la charge d'entraînement. Donc là, on a compris qu'il fallait bien planifier dans votre semaine vos séances. Mais il faut aussi de la gestion de la douleur. En fait, la douleur, c'est juste votre corps qui vous communique une information. Donc, si vous attendez d'avoir mal à 8 sur 10 au genou, c'est votre corps qui est en train d'hurler, en fait. Donc, avant d'avoir un dialogue qui est rompu avec votre corps, et ben, quand il y a une petite douleur, 2-3 sur 10, vous êtes en train de courir, marchez une minute. Juste valider cette douleur, donner une réponse en retour, marchez une minute, repartez. Et vous allez voir que vous allez pouvoir gérer cette douleur. Mais si vous passez au-dessus des 3 sur 10, c'est une douleur qui est anormale et votre corps, après, il tire la tronche, quoi, hein. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, il Complètement. faut dialoguer, hein. Il faut pas que ça soit un monologue. Écoutez Mais votre corps. c'est pour ça justement qu'on en reparle, mais d'associer le renforcement à de la course à pied, quand on commence à avoir un petit peu mal au genou, c'est un excellent moyen de ne pas perdre ses capacités en course à pied, et peut-être de les descendre à peine un petit peu, et encore je suis pas convaincu. Mais par contre derrière vous allez vous renforcer et penser à cette carrosserie. C'est vrai que c'est important. Le moteur il peut être là, mais la carrosserie il faut la travailler. Donc faites du renfort. C'est vrai qu'on a souvent du mal en tant que coureur, hein. Je sais qu'on n'aime pas trop ça. Moi le premier là, je me force, hein, à faire du renfort. J'essaie de faire au moins 2 séances par semaine et une séance de plio. C'est le rythme que j'essaie de tenir là pour cet hiver. C'est pas facile, hein, franchement. Mais je vois par contre qu'en l'espace de 3 semaines, ben, j'ai beaucoup moins de courbatures aux jambes quand je fais mes séances de renfort. Mon corps il s'habitue vraiment de façon intéressante. Et je pense que c'est vraiment une clé pour durer en tant que coureur. Et même Peut-être un dernier mot. en économie de course, en fait, plus Ah, on bien va sûr. avoir de masse musculaire, plus on va avoir en fait de mitochondries, plus on va avoir de capacité de la gestion, la production d'énergie. Donc, avoir plus de masse musculaire, c'est prolonger notre vie en bonne santé, mais c'est aussi prolonger sur la performance en course à pied, en vélo. Voilà. Bien sûr. Ben, je pense que c'était le mot de la fin, les gars, non? C'était assez complet. J'espère que tout le monde s'est régalé. Peut-être un dernier mot, Vincent ou Pierre? On s'est régalé. En fait, on a Ouais. parlé un peu de kiné. On parle jamais kiné sur 1000%. C'était Ouais. sympa aussi, hein. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé l'épisode et si vous voulez un peu plus d'épisodes comme ça. Et d'ailleurs, est-ce que vous aimeriez aussi que peut-être un jour on fasse un live avec vous si ça vous intéresse? Dites-nous tout ça en commentaire. On pourrait se faire un live YouTube avec nous trois où on pourrait répondre un petit peu à des questions sur un sujet précis. Donc dites-nous tout ça. Il y a toujours la montre à gagner, hein, la Garmin 255 XP Et le 4432. cadeau de Noël, 1000%. Et ouais, le cadeau de Noël. Donc, n'hésitez pas. Donc, mettez tout ça en commentaire et on se retrouve pour un nouvel Les épisode, hein. 5 étoiles, Et allez, oui, arrêtez et là. franchement, mettez-nous les 5 étoiles un peu là. Ah oui, si vous avez pris des notes sur votre téléphone, mettez-le en commentaire là, comme Ah ça, ouais. Ouais, c'est ça vrai. peut. Ah oui, là, vous Alors, pouvez qui a vraiment Ouais, pris c'est des vrai. prouver notes, que. là? On va voir. Mettez vos notes en commentaire, voir ce que vous Voilà. avez retenu, ou alors ne serait-ce que Ou les infos, de nous dire, intéressantes. l'info la plus importante que vous avez, Ouais. vous avez retenue. Ça peut être hyper Mm. intéressant. Bah, Donc, merci à ça peut tous. aider tout le monde. Et On s'est régalé, hein. c'était aussi, les gars, franchement, Oui. voilà, c'était nos 1 an. C'est la première fois qu'on se lance sur un épisode sans invité. Et franchement, Mais ouais, c'était voilà, les sympa, hein. gars, je vous aime. C'est magnifique ce On qu'on se a vécu. régale. Voilà, Arrête, on va chialer. on se régale. Oh, 1000%, c'est pour nous et c'est aussi pour les auditeurs. Mais franchement, essayez de nous soutenez-nous au maximum, partagez comme ça au moins Pierrot il aura plus à travailler, on pourra faire des épisodes de 4 heures comme ça. Ouais, parce que là, moi, Et voilà, il faut qu'il aille j'y- travailler encore. Et Ouais. ouais, c'est pour ça. Mais en Mm. tout cas, merci à tous, Non, à mais très c'est- vite. Le petit c'est- like, le commentaire. C'est ce et qui nous merci. permet de vous donner aussi des infos intéressantes. C'est qu'on est des praticiens aussi à côté
métier et on n'est pas juste des youtubeurs, podcasteurs et on a notre expérience sur le terrain aussi qui est transférable. Et on espère que vous avez kiffé. Mmh. À très, très Allez, vite. merci à Allez, tous. salut. Ciao. Ciao, ciao. La bise.